Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour évoquer un sujet plus que d'actualité, puisqu'il s'agit de l'ouverture à la concurrence des services publics, ou plutôt nous devrions dire des services essentiels. On a avec nous Fabien Villieu, qui est conducteur de train et qui est aussi secrétaire fédéral. Secrétaire fédéral à Sudrail. Je m'excuse, j'ai beaucoup de mal avec ce début, et sur ce petit mot particulièrement. Et on a aussi avec nous Anne de Brojas, qui est porte-parole à Sud Énergie et qui est aussi ingénieure en économie de l'énergie. Merci à tous les deux d'être là cet après-midi. Donc pour l'objectif de cette rencontre, ça va être vraiment de mettre en miroir les deux secteurs qui sont donc l'énergie qui sera représentée par Anne et le ferroviaire représenté par Fabien. Et ces deux secteurs, on va les mettre en miroir, notamment dans le cadre de la privatisation et de l'ouverture à la concurrence. On va commencer aujourd'hui par un point historique qui nous semble nécessaire pour mieux nous remettre dans le contexte. Alors Anne, je vais commencer par toi, et donc si tu peux nous indiquer un petit peu la production de l'énergie. Elle a une longue histoire, et pour toi elle démarre quand cette histoire alors? Bon, elle n'est pas si longue que ça en fait. Elle a commencé, disons, de manière significative en France au début du XXe siècle, autour des années 1920, avec les premiers éclairages publics, l'électrification de certaines industries, l'apparition d'appareils électroménagers. Puis ça s'est développé progressivement avec une multitude d'acteurs, de producteurs, également de l'investissement public dans certains cas, par exemple pour certains barrages hydroélectriques, des réseaux, mais bon, il y avait encore plein, au moment de la guerre, la plupart des gens n'avaient pas accès à l'électricité, et au lendemain de la guerre, il était inscrit dans le programme national de la résistance de nationaliser ce secteur stratégique pour reconstruire la France. Et donc EDF a été créé à ce moment-là, donc 1946, EDF et puis GDF pour le gaz. Et là, on est entré dans une phase, je dirais, de démocratisation de l'accès à l'électricité, avec des gros investissements publics à la fois dans les grands programmes de production. Alors, j'ai parlé de l'hydroélectricité, il y a eu le charbon et le fioul, puis le nucléaire, et puis aussi sur les réseaux, où tous les réseaux ont été interconnectés. Et on est arrivé à une situation où rapidement, tout le monde a eu cet accès à l'électricité à un prix qui, maintenant, 50 ans après, au moment où ça a été remis en cause par l'ouverture des marchés, le prix de l'électricité était l'un des plus bas d'Europe et même du monde. Une qualité de service qui était reconnue par tous, EDF qui était l'entreprise préférée des Français. Bon, alors, il y avait des critiques à faire, notamment sur le côté État dans l'État, sur l'aspect pas forcément très démocratique du lancement des programmes nucléaires, mais en tout cas sur l'aspect technico-économique, c'était vraiment considéré comme une réussite, et la qualité de service était là. Et ça, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est la création d'EDF, GDF en 1946 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'en 2000, mais je pense qu'on y reviendra, où là, il y a eu, sous l'impulsion de l'Europe, la décision d'ouvrir à la concurrence ce secteur. D'accord. Ouais, on reviendra plus précisément sur ce point-là après. Donc pour toi, Fabien, côté SNCF, l'historique, ça donne quoi? Est-ce qu'on peut comparer un petit peu cet historique avec celui de l'énergie? Complètement, et puis on ne fait pas de l'histoire pour de l'histoire, on fait de l'histoire parce qu'il y a une signification, c'est-à-dire que les premiers trains en France, 1830, c'est des trains de marchandises privés. Donc c'est le privé qui a commencé à faire circuler les premiers trains, 1830. Il y a eu en gros 6 compagnies qui se sont constituées, notamment une qui était la Compagnie du Nord, qui était propriété de Rothschild. Voilà, donc les gens connaissent Rothschild. Rothschild a fait son beurre et son business là-dessus, sous forme de compagnie privée. Il y a eu des premières difficultés, parce que c'était quand même des entreprises qui étaient subventionnées, qui avaient de l'argent public, ces entreprises privées, mais qui avaient de l'argent public. Et il y a eu les premières difficultés en 1908. Et 1908, qu'est-ce qui se passe? L'État renationalise une première compagnie, qui est en faillite, c'est la Compagnie de l'Ouest. Finalement, il continue,
qu'un an. Il y a plein de débats parlementaires sur les subventions publiques qui sont données, qui font la richesse des grandes compagnies, on les appelle les grandes compagnies. Et puis en plus, où il n'y a pas forcément de cohérence en termes de réseau, parce que c'était vraiment un découpage géographique. Voilà. D'ailleurs, quand vous allez à Gare de Lyon, vous voyez PLM, Paris, Lyon, Marseille, c'est encore marqué PLM dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'on en arrive à fusionner tout ça? Et c'est le Front Populaire qui, en 1938, fusionne toutes ces compagnies. Il fusionne, mais il renationalise que partiellement. C'est-à-dire que l'État est majoritaire à 51%, mais les 5 compagnies qui restent, elles ont encore 49% des actions et elles vont encore toucher des dividendes jusqu'à la vraie renationalisation totale à 100% en 1982. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que, en fait, l'ouverture à la concurrence et la nationalisation, enfin, on a mis 150 ans à avoir un système, un monopole public national. Voilà. Ça ne s'est pas fait comme ça, en claquant dans les doigts. Et quand on revient en arrière, c'est-à-dire quand on ouvre à la concurrence, quand on casse le monopole et quand on privatise, on se rend compte que c'est également le temps long. Alors on l'a fait, parce que c'était déjà le privé, ça n'a pas marché, ça n'a vraiment pas marché, les entreprises étaient en faillite, ça ne marchait pas. On renationalise, et puis 44 ans après, on refait le chemin inverse. D'accord, donc pour toi, en fait, voilà, on défait. Pour Anne, une fois qu'on a exposé le contexte historique, à quel moment on peut dater justement la première idée de la privatisation et de l'ouverture à la concurrence dans le domaine de l'énergie? Je dirais que ça vient un peu des années Thatcher et Reagan, avec la vague de l'ultralibéralisme, où on considérait sans nuance que la concurrence c'était par principe mieux, quel que soit le secteur, y compris dans des secteurs a priori pas du tout fait pour la concurrence, ouais. pas du tout adapté. Ouais. Voilà. Donc cette vague, elle a infusé dans l'Union européenne. À l'époque, la plupart des pays avaient des monopoles, alors plus ou moins publics, mais enfin c'était des entreprises intégrées, c'est-à-dire qu'ils avaient à la fois la production, le réseau, vraiment comme le rail, et puis la distribution et la facturation des clients. Ouais. Et puis, bon, donc il y a eu cette vague avec en Angleterre un syndicat du charbon qui était assez fort, et je pense qu'il était question de casser. Aussi, dans le cadre européen, de la concurrence entre industriels où les Français avaient une électricité particulièrement pas chère, ce qui les rendait très compétitifs, par exemple, par rapport à l'Allemagne, où là, l'électricité était plus chère, donc aussi la volonté d'arriver à un prix unique. Et ça, c'est les années 80-90? Oui, alors ça a commencé, les idées ont commencé à venir dans les années 80, mais disons que ça s'est concrétisé par une directive européenne qui date de 1996. Ouais, okay. Dans un cadre plus général, où il était question de privatiser, d'ouvrir à la concurrence, de libéraliser, comme on disait, les grands secteurs qui relevaient du service public et qui étaient des industries de réseau. Donc effectivement, il y avait le rail là-dedans, il y avait l'énergie, donc à la fois l'électricité et le gaz, mais on peut citer aussi la poste, les télécoms. Voilà. Donc c'était vraiment quelque chose à la fois très dogmatique et puis aussi avec des intérêts un peu derrière. Et puis aussi, il faut bien le dire, la perspective de secteurs ultra lucratifs pour des acteurs privés qui avaient un lobbying très efficace. Ouais, qui miroitaient le marché. Voilà. Donc, mais alors qu'encore une fois, on partait pour l'électricité d'un secteur qui fonctionnait très bien, quoi. Donc ça partait pas d'un constat de quelque chose qui ne marche pas et qu'il fallait réformer. Non, on était sur quelque chose qui marchait bien. Mais il fallait aller vers de la concurrence. En plus, à une époque, dès le début, où on commençait quand même à voir... Enfin, nous, on n'a jamais eu de doute, hein, mais même ceux qui poussaient avaient des doutes. Parce qu'en Californie, en 2001, donc c'était vraiment le tout début de l'ouverture des marchés, il y a eu une catastrophe dans l'état le plus riche des États-Unis liée à la libéralisation, où il y a eu des manipulations de marché qui ont conduit à des coupures énormes, très longues, qui a coûté vraiment... très très cher à cet État, hein, qui a finalement été mis sous tutelle d'institutions financières pour l'État le plus riche des États-Unis. Il y avait des études qui étaient commanditées, y compris par l'Union européenne et par des instituts libéraux, qui montraient que dans les pays qui avaient ouvert à la concurrence, finalement les prix avaient plutôt tendance à être plus hauts que dans les prix qui n'avaient pas ouvert à la concurrence. Mais malgré tout, il y avait ce rouleau compresseur dogmatique et puis guidé par des intérêts privés qui a conduit à cette directive de 96 qui a été mis ensuite qui a été décliné dans le droit français progressivement à partir de 1999 et jusqu'en 2007.
Alors, ça consistait en quoi? Cette directive imposait à tous les pays, à tous les États membres, de mettre de la concurrence dans la production et dans ce qu'on appelle la fourniture, c'est-à-dire la commercialisation de l'électricité. Donc ça s'est traduit comment? Il a fallu d'abord créer des concurrents à EDF. Il s'agissait de casser le monopole de EDF. Donc créer des concurrents. Alors ça s'est créé essentiellement pour le plus grand nombre sur la partie commercialisation, donc fourniture. Donc on a vu apparaître une multitude de fournisseurs. Alors pour certains, c'était des énergéticiens, des pétroliers par exemple d'autres pays comme Eni. En France, ça a été Total Énergie. Ouais. Il y a eu les anciens gaziers GDF, avant c'était EDF-GDF, c'était une seule entreprise. Bon, évidemment, on a séparé EDF et GDF. GDF qui aujourd'hui est Engie a commencé à agir dans le gaz, pendant que EDF commençait à agir dans l'électricité. Il y a eu d'autres électriciens, Vattenfall par exemple, Tropic et d'autres. Et puis il y a eu tout un tas de fournisseurs qui étaient en fait des simples traders. Enfin, ils avaient juste quelques ordinateurs dans leur bureau, puisque leur activité consistait juste à acheter de l'électricité pour la revendre sans y toucher. C'est vraiment une spécificité de l'électricité. Les fournisseurs, ce ne sont pas des détaillants, quoi qu'ils en disent. Ils ne vont pas choisir leurs marchandises, trouver un transporteur pour la porter jusqu'à leurs clients et les mettre à disposition. Non, ils ne produisent pas. Ils ne stockent pas l'électricité, ça ne se stocke pas de toute façon l'électricité, ils ne peuvent même pas la choisir, c'est la même pour tout le monde. Ils ne la transportent pas, ça c'est le réseau qui s'en occupe, et ils ne la délivrent pas non plus, ça c'est aussi le réseau de distribution. Donc ils font vraiment, ils mettent le tampon sur la facture et ils sont des traders, ils achètent pour revendre. Donc voilà, il y a eu cette concurrence dans la fourniture. Dans la production, ça a été un peu plus compliqué, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on ne voulait quand même pas trop donner les centrales nucléaires à du privé. Donc on a donné une petite partie du parc hydroélectrique, des barrages hydroélectriques, à des concurrents qui sont aujourd'hui filiales d'Engie, ex-GDF, une grande entreprise privée. Donc c'est notamment des barrages sur le Rhône, c'est la Compagnie nationale du Rhône qui est filiale à 50% d'Engie. Et puis la chaîne qui était en fait avant propriété de la SNCF et qui maintenant est aussi filiale à 100% d'Engie. Et puis, sur les nouvelles productions, on a commencé à faire des appels d'offres pour faire intervenir des acteurs privés. Donc, il y avait ça. Par contre, le réseau, lui, quand même, c'est venu à l'idée de personne pour l'instant de mettre en concurrence les lignes les unes par rapport aux autres. Donc, c'est resté en monopole. Et donc, comme c'était en monopole, il a fallu séparer la partie en monopole de la partie en concurrence. Donc, on a tronçonné EDF. Le réseau a été filialisé, donc les lignes haute tension, c'est maintenant RTE, filiale d'EDF, les lignes moyenne et basse tension, c'est Enedis. Et donc on se retrouve avec une multitude d'acteurs, enfin les fournisseurs par exemple, il y en a eu plus de 80 à une époque. Alors ça change au gré du temps, mais plus personne ne comprend rien. Il a fallu mettre en place un marché pour que les fournisseurs puissent acheter leur électricité aux producteurs. Et donc c'est une usine à gaz, je pense que... Personne ne sait ce qu'est vraiment Enedis, RTE, on ne comprend rien, quoi. Et donc sur un système qui techniquement est déjà ultra compliqué, c'est un des systèmes industriels les plus compliqués qui soient, on a rajouté une surcouche de complexité financière, on y reviendra sûrement, qui évidemment n'a rien arrangé, au contraire. C'est intéressant ce que tu dis là, notamment sur le fait que les entreprises historiques aient créé des filiales, donc aient créé des parties privatisées, pour pouvoir répondre à l'exigence de la mise en concurrence et de la privatisation. Fabien, pour toi, ça se concrétise comment l'ouverture à la concurrence et la privatisation? Parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier les deux. Alors on a eu le même système, c'est-à-dire c'est l'Union européenne qui a fait voter des paquets ferroviaires pour ouvrir à la concurrence, qui se sont retranscrits dans la loi française, sauf qu'on a un peu décalé dans le temps. Là j'ai regardé, les retranscriptions dans la loi française, c'est entre 2001 et 2018. Voilà. Donc premier paquet ferroviaire, c'est séparation du rail, voilà, ce qu'on appelle l'infrastructure, de l'exploitation. Voilà. C'est logique, si vous faites à la concurrence et que le rail appartient à la SNCF, c'est compliqué. Donc on crée RFF en 1997. Alors pour faire passer un peu la pommade, on dit bâtonnier, RFF, on lui met la dette, donc on enlève la dette qu'avait la SNCF, ça c'est pour satisfaire les organisations syndicales et pour que ça gueule pas trop, mais on crée ce système-là d'RFF qui a le réseau, qui devient propriétaire du réseau. Après, les premiers trains privés arrivent en France, alors pas ceux de 1830, mais ceux après l'ouverture à la concurrence, c'est au niveau des trains de marchandises. Donc la loi, elle ouvre, elle libéralise, elle laisse la possibilité à des opérateurs privés de faire circuler des trains de marchandises. Ouvert en 2003,
premier train privé en 2006. Alors c'est intéressant, le premier train privé, en dehors du fait que Sudrail à l'époque on était devant, c'était à Duny, c'est que c'était la compagnie, c'était Veolia. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est les premiers qui sont arrivés à faire des trains de marchandises privés. En France, ils sont En arrivés, France. Veolia Voilà. s'est dit En je vais France. faire du train. Voilà, train de marchandises. Et Veolia, ils ont fait 3-4 ans. Ils ont dit ouh là 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 là, c'est compliqué. Et ils ont arrêté. C'est-à-dire que- plus de train. Voilà, ils font plus de train, ni marchandises, ni voyageurs, ni rien du tout. C'est-à-dire que le premier, et ce qui est assez symbolique parce que vous allez voir dans ce que je vais dire, ils sont nombreux à être les premiers à avoir goûté et se dire ouh là là, c'est compliqué et à s'être retirés. Premier train privé, donc marchandises 2006. Premier train de voyageurs international, parce qu'ils ont fait ça par étapes. D'abord train de marchandises, après train de voyageurs international, c'est Tello. Des gens peut-être se rappellent de Tello, c'était des trains de nuit entre Paris-Gare de Lyon, Venise ou Rome. Voilà. Ah ouais. Premier train, là aussi encore une fois, Sudrail, on était dans le premier train en disant voilà, c'est la privatisation, libéralisation, tout ça. Et ben eux, donc ils ont fait leur premier train en 2011 et en 2020, il y a le Covid, donc ils arrêtent de faire rouler leur train et ils feront plus jamais rouler de train. Ils reprennent pas. Ils reprennent pas. C'est-à-dire que deuxième expérience dans le train de voyageurs, les premiers qui ont fait ça, et d'ailleurs ils étaient les seuls, ça a été les premiers les derniers. Ouverture à la concurrence des trains internationaux, ça a été les seuls pendant très longtemps. 2014, RFF, donc l'infrastructure, revient à SNCF Réseau avec la dette, voilà, parce que évidemment c'est beaucoup d'investissements, beaucoup de dettes. 2018, et ben là, la SNCF qui était un EPIC, donc un établissement public comme l'était d'ailleurs EDF-GDF, ouais. devient une société anonyme. Donc changement de statut, et généralement souvent la première étape de la privatisation c'est que tu passes d'EPIC à société anonyme. Donc 2018, 2020 comme je l'ai dit, faillite de Tello, 2022, là les premiers TGV arrivent sur le marché internationaux. Voilà. Et nationaux, c'est les fameux TGV Trenitalia. Donc ils font du Paris-Milan et du Paris-Lyon. 2023, Renfe, qui est également une compagnie nationale espagnole, eux arrivent sur le marché avec des Barcelone-Lyon et des Madrid-Marseille. Et 2024, étape supplémentaire, là, c'est les régions qui font des appels d'offres. Donc on n'est plus sur la concurrence au niveau des TGV, ce qu'on appelle le service librement organisé, mais là c'est la concurrence au niveau des autorités organisatrices qui sont les régions, l'Île-de-France Mobilité, la région PACA, qui eux font des appels d'offres et il y a effectivement des candidats, la SNCF, d'ailleurs souvent des filiales, ou des entreprises privées qui disent bah voilà, dans le cadre d'appels d'offres, je propose moins cher, plus cher pour emporter le marché. Donc là, les premiers appels d'offres ont été faits et là il y a les premières réalisations, c'est-à-dire les premières entreprises qui vont faire circuler des trains et qui ne seront pas la SNCF. Alors là, les premiers, c'est en décembre, c'est le 15 décembre, hein, donc c'est dans 15 jours, je crois. Donc dans 15 jours, là, c'est des filiales de la SNCF qui ont remporté l'appel d'offres. Pourquoi des filiales? Bah, en gros, c'est pour faire moins cher, hein, faire du cheminot pas cher. Donc on a l'Étoile de Nice, Ouais. l'Étoile d'Amiens Ouais. et les trains Nantes au niveau de la région de Nantes. Voilà. Donc ça, c'est à partir du 15 décembre, c'est les premières filiales. Je reviendrai plus tard. Mais ça a son importance et je vois un peu quand il y a des appels d'offres comme EDF, eh ben, l'opérateur historique il ne répond pas directement, il passe via une filiale avec au passage on rabote tous les droits sociaux, d'où le conflit qu'on a en ce moment, notamment à la SNCF. Il y a également au niveau du fret, donc on rappelle fret SNCF qui elle est liquidée à partir du 1er janvier 2025 où il crée 2 filiales et donc évidemment c'est un pas supplémentaire dans la privatisation avec la volonté d'ouvrir le capital, parce qu'on ne parle pas de privatisation, on parle c'est un gros mot privatisation, mais ils sont pour la privatisation, ils disent, on ouvre le capital, rassurez-vous, on ouvre le capital. Comme d'ailleurs, je crois, Sarkozy l'avait dit pour Engie, une fois que ça soit privatisé. Et 2025, là, les choses ont commencé à s'accélérer, c'est le train T4 au niveau de l'Île-de-France. Là, c'est assez intéressant, c'est que celui qui a remporté l'appel d'offres, c'est pas la SNCF, c'est Keolis, qui a créé une filiale. Transkéo, il faut suivre. Hein. C'est-à-dire que là, on arrive où tu crées des filiales de filiales. Oui, parce que pour rappel, Keolis est une filiale de la SNCF. Keolis est une filiale de la SNCF et une filiale de la SNCF et de la Caisse des dépôts du Québec, d'un fonds de pension Québec, très important. C'est-à-dire c'est un fonds de retraite Keolis, 30%, c'est un fonds de retraite québécois, voilà, qui prend d'ailleurs une importance
en France. Donc là, bon, ils ne candidatent pas tout seuls, ils créent une autre filiale, Transkeo. Voilà. Donc là, on n'est plus dans une filiale, on est dans une filiale d'une filiale. Donc ça commence à pas se sentir très bon. Et les premiers, parce qu'au moins après ils disent oui, les filiales, ça reste encore un peu SNCF, et les premiers vraiment privés, et ben là c'est Nice, Marseille, voilà, les TER, où là c'est Transdev qui a remporté l'appel d'offres, c'est à partir du mois de juin. Je reviendrai tout à l'heure avec les joyeusetés qui les attendent, mais tout ça pour vous dire que cette ouverture à la concurrence, elle se fait pas comme, elle se fait progressivement, par petites touches et par petits lots. Mais nous on a regardé, en 2033, voilà, en gros, tout sera ouvert à la concurrence au niveau du ferroviaire en France, et ça sera soit dans des filiales, les appels d'offres ont été gagnés soit dans des filiales, soit directement dans des boîtes privées. Dans des boîtes privées. Je peux peut-être rajouter oui, si tu veux rebondir quelque chose, effectivement sur l'aspect progressif, j'ai pas trop développé, mais c'est pareil, effectivement, nous ça a été progressif dans la transcription de la directive, c'est-à-dire que au début, à partir de 1999-2000, ce n'était que les très grandes entreprises qui pouvaient choisir leurs fournisseurs, donc qui étaient éligibles, on disait, à la concurrence. Et puis après, ça a été les entreprises de plus en plus petites, par seuil de consommation, jusqu'en 2004, où là, toutes les entreprises avaient le choix entre le tarif régulé par l'État d'EDF, ou une offre de marché librement négociée d'EDF, ou un fournisseur parmi les 80 qu'il y avait. Et puis, à partir de 2007, là, ça a été les particuliers qui ont pu bénéficier des joies du marché. Mais c'était tellement bénéfique qu'il a fallu les forcer un peu, c'est-à-dire que comme les entreprises ne voulaient pas trop, en fait elles l'ont quitté au début ce tarif réglementé pour aller à des offres concurrentielles parce que les prix étaient bas, et dès que les prix sont remontés, ils se sont retrouvés dans des difficultés. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré les tarifs réglementés de vente. Donc c'est des tarifs régulés par l'État, contrôlés par l'État, basés sur les coûts de production d'EDF. Ils ont disparu pour laisser la place aux fournisseurs. Et pour les particuliers, alors nous on a encore, je pense que vous le savez, un tarif réglementé de vente qui est contrôlé par l'État, mais comme les fournisseurs disaient mais c'est de la concurrence déloyale, nous on n'arrive pas à proposer moins cher, et puis en plus de ça, même quand on propose quelque chose au même prix, les gens préfèrent rester chez EDF, on a dit qu'à cela ne tienne, on va calculer d'une autre manière le tarif réglementé de vente pour faire en sorte qu'il devienne égal ou plus cher à ce que vous pouvez proposer. Je pense que ça n'existe dans aucun autre secteur, c'est quand même beaucoup d'entre offusqués. C'est un principe qui est écrit dans la loi, qui est le principe de contestabilité, c'est-à-dire que les fournisseurs qui ne font rien, donc qui ne produisent pas, doivent pouvoir proposer un prix contestable au tarif réglementé, c'est-à-dire moins cher. Alors comment on a fait ça? Au lieu de caler les tarifs réglementés sur les coûts de production qui sont très stables, on a calé sur les coûts d'approvisionnement des fournisseurs, et comment ils s'approvisionnent, sur les marchés. Donc maintenant, nos tarifs réglementés sont eux-mêmes dépendants du prix de marché, je pense sur lequel on reviendra, mais qui est complètement instable, volatile et produit des catastrophes. Donc ça c'est un premier point sur la progressivité. L'autre point, tu as parlé effectivement du changement de statut, passage sous statut privé. Il s'est passé la même chose effectivement à EDF, GDF. Donc EDF, qui était ce qu'on appelle un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, est devenu une société anonyme. Et tout de suite, on a vu de l'intérieur les choses changer, c'est-à-dire qu'on ne parlait plus que de rentabilité, de valeur pour l'entreprise, de cash flow, il fallait revenir à un cash flow positif, etc. Le service public, on n'en entendait plus trop parler. Alors EDF, c'est resté, la part de l'État est toujours restée très haute, c'est jamais descendu en dessous de 84%, notamment parce qu'on a des centrales nucléaires, je pense qu'il y a un truc qui n'intéresse pas grand monde de toute façon. Mais la partie gaz, par contre, tu l'as mentionné, il y avait eu des promesses que jamais, au grand jamais, ça deviendrait privé de manière prépondérante, et en fait aujourd'hui l'État n'a plus que 25% dans Engie, donc ex-GDF. En parallèle, je pense que c'est pareil aussi à la SNCF, il y a eu un développement international massif de ces ex-monopoles qui y ont vu, nous on a des dirigeants aujourd'hui qui sont vraiment aussi très libéraux, qui ont vu ce qu'ils appelaient un relais de croissance, donc on a été prendre des parts, piller pour moi les services publics à l'étranger, partout, en demandant des taux de rentabilité énormes, avec au passage des aventures plus ou moins réussies, et ça a coûté des dizaines de milliards d'euros qui aujourd'hui reviennent dans la dette d'EDF. Donc ça c'est un autre problème, je pense qu'on retrouve chez vous. Tu as parlé de l'histoire des filialisations, des mises en concurrence. Effectivement, il y a eu un développement de filiales. Bon, alors les filiales obligées pour le réseau, pour séparer la partie réseau de la partie en concurrence, mais par exemple les énergies renouvelables chez nous sont dans une filiale d'EDF qui ne sont pas au statut des industries électriques et gazières. Donc en fait, toutes les nouvelles énergies
Dans toutes les nouvelles énergies, le statut est bien moins protecteur, les conventions collectives sont bien moindres que dans les anciennes, et puis on est en train d'éteindre progressivement les choses. Et sur les appels d'offres, côté fournisseur, donc il y a l'espèce de pseudo-concurrence sur une activité qui est nuisible, en fait, qui ne représente rien, quoi. Et côté production, en fait, c'est effectivement, on fait par appel d'offres pour les nouvelles centrales de production. Donc il y a effectivement une forme de concurrence au moment de l'appel d'offres. Par contre, une fois que la centrale est là, en fait, comme c'est impossible de se rémunérer avec un prix de marché qui est absolument imprévisible, on a des garanties d'État partout. C'est-à-dire que l'État garantit un prix sur toute la durée de vie des installations. Et EDF est très peu présent sur les renouvelables en France, parce qu'on leur a demandé, ils avaient déjà une part suffisamment importante de ne pas trop se mettre sur ce secteur. Bon, maintenant, ils commencent à venir un peu sur l'éolien en mer. Et donc, EDF est présent sur les renouvelables, mais pas en France. Au vu de ce que vous m'avez expliqué tous les deux, et sur la complexité finalement de l'activité du secteur, aussi bien de l'énergie que du ferroviaire, moi la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est pertinent d'ouvrir à la concurrence, et est-ce que ces secteurs-là, d'abord pour toi Anne, pour l'énergie, est-ce que l'énergie c'est un secteur qui est adapté à la privatisation et à l'ouverture à la concurrence? Non, c'est complètement absurde. Enfin, alors, je parlais plus spécifiquement là, de l'électricité, où c'est encore plus apparent. L'électricité par nature, c'est un monopole naturel. Enfin, le système électrique, bon déjà c'est d'une complexité absolument très importante. Ouais. Rajouter une multitude d'acteurs avec des intérêts spécifiques qu'il faut coordonner, on voit bien que ça ne va pas arranger les choses, plus un peu de spéculation autour, ça rajoute une couche de complexité sur un système qu'on n'a vraiment pas besoin, mais surtout la nature même de l'électricité, c'est pas adapté. C'est-à-dire l'électricité, c'est une onde qui se déplace très vite, pratiquement à la vitesse de la lumière sur tout le réseau, et quand je dis tout le réseau, c'est le réseau interconnecté à l'échelle européenne, et qui n'est absolument pas possible à diriger. On ne peut pas dire tel producteur va alimenter tel consommateur, ça c'est pas possible. En fait, chacun injecte sur le réseau sa production, c'est comme un réseau, on imagine un réseau d'eau où il y aurait plein de robinets partout et plein de points d'injection. Quand on ouvre le robinet, on ne peut pas dire que l'eau vient de tel producteur. Et comme un réseau d'eau, il faut maintenir un équilibre parfait entre entre le total de la production et le total de la consommation sur le réseau à chaque instant. Donc on voit bien que c'est coopératif. Et pour maintenir cet équilibre, c'est très compliqué en plus à obtenir, parce que l'électricité n'est pas ou très difficilement stockable. C'est quoi le risque ? C'est quoi le risque ? Alors le risque, s'il y a le moindre déséquilibre, c'est de provoquer des coupures massives, voire ce qu'on appelle le blackout, qui peut se propager partout en Europe en quelques minutes, quoi. C'est vraiment de ça qu'on parle. Après, on peut essayer d'îloter les problèmes, mais c'est vraiment... au moindre déséquilibre, ça provoque une catastrophe. Donc, et pour maintenir cet équilibre, on a plein de complexités. Bon, alors évidemment, il y a des complexités techniques, on ne peut pas démarrer une centrale nucléaire comme ça et l'arrêter. La demande, la consommation ne peut pas tellement s'adapter. Enfin, on chauffe quand il fait froid, on fait à manger le soir, on allume la lumière quand il fait nuit. Donc c'est assez peu adaptable, c'est un bien de première nécessité. Et on a besoin, en fait, pour maintenir cet équilibre, de moyens de production, de centrales qui ont des profils différents, des caractéristiques différentes et des coûts très différents. C'est-à-dire qu'on va avoir des centrales qui vont produire ce qu'on appelle en base un peu tout le temps, mais qui ne peuvent pas tellement suivre la consommation, typiquement les centrales nucléaires, mais par contre qui produisent pas trop cher. On a des centrales qui vont produire, ça va rien coûter de les démarrer ou de ne pas les démarrer, c'est des centrales renouvelables, ont l'intérêt d'avoir peu d'impact sur l'environnement, mais par contre, elles ne sont pas pilotables, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles dépendent du vent, du solaire. Donc on va devoir avoir des moyens de stockage en parallèle, on va avoir des moyens qu'on dit de pointe, c'est-à-dire qui sont chers quand on les déclenche, mais qui vont être là juste pour démarrer quand la consommation est particulièrement élevée. Et on a besoin de tout ça. On a besoin de toutes ces centrales, et donc elles démarrent. On va les démarrer d'abord la moins chère, puis de plus en plus chère, jusqu'à atteindre cet équilibre. Et s'il y a une centrale qui ne répond pas à la demande, en particulier au moment où c'est le plus tendu, c'est pas les clients de la centrale qui vont pâtir, c'est tout le monde de manière indifférenciée. Donc c'est vraiment complètement coopératif comme système. Et en plus de ça, comme c'est des investissements qui sont très lourds, enfin les centrales nucléaires, ça dure 60 ans, puis c'est très loin à construire, on l'a vu. Les barrages, c'est une centaine d'années, mais même le solaire ou l'éolien, on est parti pour 30 ans.
c'est des investissements très lourds, il faut les planifier à l'avance pour que, compte tenu de la prévision qu'on fait de l'évolution de la consommation, on puisse répondre à chaque instant à cette consommation. Donc c'est une planification qui ne peut être que publique, une planification sur le très long terme. Là aujourd'hui, le gestionnaire de réseau RTE, qui est responsable de cet équilibre consommation-production, fait des scénarios jusqu'à 2050. On a besoin de coordonner les périodes de maintenance, par exemple, au moyen terme, et puis à très court terme, on a besoin de coordonner tout le monde pour qu'on démarre les bonnes centrales au bon moment, de manière à avoir le coût minimum. Donc il n'y a aucune place là-dedans pour la concurrence, vraiment aucune place. Donc ça, c'est des raisons techniques. Bon, je rajouterais aussi des raisons sociales, quoi. C'est-à-dire que c'est un bien de première nécessité. Normalement, c'est inscrit dans la loi, on doit avoir une équité de traitement. On doit avoir un prix égal pour tous les consommateurs qui consomment de la même façon. Ça, évidemment, c'est pas possible quand il y a un marché. Il y avait aussi des questions d'aménagement du territoire. Il y avait ce qu'on appelait la péréquation tarifaire qui faisait que même si on est au milieu de la montagne, on va payer plus qu'en ville parce qu'il y avait des questions d'aménagement du territoire. Il y a des questions de droit à l'énergie aussi, comme c'est un bien de première nécessité. Il faut faire en sorte que tout le monde puisse y avoir accès. Donc ça, c'est des aspects sociaux, il y a des aspects environnementaux importants. L'électricité, c'est un des piliers de la transition énergétique, puisque c'est une des énergies qui peut être décarbonée, à part la biomasse qui est en quantité limitée et la chaleur naturelle. En gros, tout va se reporter sur l'électricité. Donc, il faut choisir avec des critères très compliqués, multiples, quelles sont les centrales qu'on va préférer choisir par rapport aux ressources disponibles, par rapport à des questions de souveraineté, par rapport à des questions d'acceptabilité, d'impact sur le paysage, de déchets, etc., de risques. Donc ça, c'est des questions environnementales, et puis il y a des questions de sûreté. Hein. Enfin, c'est une centrale nucléaire, enfin on le voit bien sur la centrale nucléaire, mais bon, sur un barrage, si un barrage pète, c'est une vraie catastrophe humaine, quoi. Bon, ce que tu nous décris là, c'est qu'une multitude de petites entreprises privées, finalement, n'a pas la capacité à se coordonner à l'échelle de territoire pour répondre aux besoins d'investissement, de maintenance et tout ce qui a rapport à la planification. Exactement, ça peut pas il faut une planification centralisée que ne peuvent pas faire des acteurs privés. Il faut être capable d'investir sur le très long terme, ce que n'est pas trop capable de faire le privé ou alors très très cher. Ouais. Il faut garantir des normes de sûreté, donc il ne faut pas avoir le nez sur la rentabilité immédiate. Il faut maintenir des questions d'équité. Donc en fait, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Faut voir, en fait, on parle de concurrence, mais enfin, la production, c'est pas vraiment de la concurrence, enfin, à part pour la partie construction, mais une fois que le parc est là, l'exploitation, c'est le résultat d'un programme d'optimisation. Je veux dire, c'est pas c'est pas un producteur qui va dire, moi je produis tant à tel moment, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un programme, on lui dit, toi tu produiras tant. Le réseau, c'est pas non plus en concurrence, donc on a vraiment une concurrence qui est réduite à une petite activité qui n'existait pas avant, qui n'a aucun sens, quoi, la fourniture, avec encore une fois des fournisseurs qui ne font rien d'autre que faire du démarchage commercial, faire du démarchage commercial, essayer de trouver un peu le passage des gens, enfin, les démarchages frauduleux, ça a été vraiment très très documenté, et faire du trading, achat pour vente. Ça doit résonner pour toi, ça, Fabien, quand Anne, elle nous parle justement de cette vision avec un peu de hauteur, où on peut avoir une planification à long terme. Pour le ferroviaire, en fait, moi, ça résonne beaucoup ce que me dit Anne. Pour toi, le ferroviaire aussi, ça doit vraiment avoir pas mal de résonance. Donc, est-ce que le secteur ferroviaire est adapté à la privatisation et à l'ouverture à la concurrence qu'on veut nous imposer? Alors, scoop, non. Mais pourquoi? Parce que le train, c'est quoi? C'est une locomotive, une automotrice qui roule sur des rails en acier. Voilà, c'est ça le train, c'est ça le système ferroviaire. Et bien les deux sont complètement imbriqués. C'est-à-dire, moi je suis conducteur de train, je ne conduis pas le train. C'est l'aiguilleur qui est dans son poste d'aiguillage, qui trace un itinéraire et qui conduit le train. Toi tu freines, t'accélères. Moi je freine, j'accélère. Voilà. C'est-à-dire qu'on conduit le train à deux, quoi. Mais lui il a un réseau, lui. Et moi, je suis au train, le train c'est l'exploitation. Et la concurrence, la première chose qu'elle a fait, la concurrence, elle a séparé le réseau, l'infrastructure, de l'exploitation, le train. Donc moi, avant j'étais dans la même boîte que l'aiguilleur, moi je suis plus dans le même. Pourquoi ils font ça? Parce que si vous voulez mettre plein de compagnies, il faut évidemment séparer les deux. Voilà. Parce qu'autrement, comment vous allez faire les concurrents qui vont sur... Donc c'est la première chose.
Et c'est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le meilleur système ferroviaire européen, c'est les chemins de fer suisses. Pourquoi? Parce qu'ils mettent un pognon de dingue dans leur système ferroviaire. Voilà. Et le patron des CFF, qui est l'entreprise nationale, bah lui il dit, je ne sais pas comment ils font les Français pour faire circuler les trains en séparant l'infrastructure de l'exploitation. Patron, hein, pas syndicaliste, hein. Il dit ça. Il dit, je ne sais pas comment on fait en France. Voilà. Parce que lui, il sait que les deux, ils sont imbriqués, ils sont liés. Donc on a créé, notamment avec cette concurrence, cette séparation. Il y a également des histoires d'investissement, notamment dans le réseau. Ces investissements, on appelle ça le temps long. Évidemment, vous prenez 1 km de ligne à grande vitesse. Un TGV va à 300 que s'il roule sur ligne à grande vitesse. S'il roule en ligne classique, il va à 100. Voilà, s'il veut aller à 300, voire 350, il faut qu'il roule sur LGV. Voilà, parce que c'est une ligne spécialement équipée, etc. Est-ce que tu sais combien coûte 1 km de ligne à grande vitesse? Ah non. Mais je pense pas que tu puisses me l'offrir à Noël. J'ai regardé avant. Hein. 36 millions d'euros. 1 km de ligne, c'est 36 millions d'euros. Hallucinant. Voilà. Donc vous imaginez bien les investissements. Donc quand vous faites 300 km, voilà. Vous imaginez bien les investissements de dingue. On prend également plus l'entretien, j'en passe et des meilleurs. Vous reprenez le matériel par exemple. Là il y a les fameux TGVM, les nouveaux TGV commandés à Alstom. Les TGVM, ils sont commandés par la SNCF en 2018. Ils vont arriver en 2026. Donc entre le moment où tu le commandes, allô, je veux des TGV, et le moment où le premier TGV il arrive, tu as 8 ans. Super, c'est rassurant pour... C'est vraiment le temps long. Donc celui qui veut faire du business tout de suite, je lui souhaite bien du courage. Alors ils se sont dit, bon, bah, on va essayer quand même, parce que on va essayer de mettre du privé là-dedans pour investir, parce que ça coûte de l'argent. Et il y a déjà eu des expériences. Première expérience du privé, une entreprise qui s'appelait TP Ferroviaire. Elle faisait le petit bout de ligne à grande vitesse entre Perpignan et Figueras en Espagne, passé sous les... Elle faisait que ça, Perpignan-Figueras. C'est elle qui s'occupait de la gestion du réseau. Eiffage était actionnaire majoritaire de cette entreprise. L'entreprise commence à exploiter en 2003. Elle fait faillite en 2016. Donc elle met la clé sous la porte, elle n'a pas d'argent, elle perd beaucoup d'argent. Donc là, hop, coup de téléphone. Allô SNCF. La SNCF, la boîte privée, ils ont coulé. Donc maintenant, c'est vous qui allez faire la même chose. Donc depuis, c'est la SNCF qui exploite le réseau, ce petit bout. Parce qu'il n'est pas rentable et qu'on a mis une entreprise privée dessus qui a fait faillite. Mais ça, on n'en parle jamais. Donc il y a déjà eu des expériences. Autre expérience du privé. Donc là, c'est Sarkozy. Il fait la ligne TGV entre Grenelle de l'Auvergne. Ouais, c'est pas lui qui l'a construit. Non, c'est pas lui. Il ne fait pas grand-chose. Il a peur de dire des bêtises. Et donc du coup, on fait la ligne TGV entre Tours, Saint-Pierre-des-Corps et Bordeaux. Donc là, bah, pour attirer le privé, pour attirer le chaland, qu'est-ce qu'on leur dit? On dit, on vous promet une concession sur 50 ans. C'est-à-dire qu'une fois que c'est à vous pendant 50 ans, parce que c'est 10 ans, bah, le temps de perdre un peu d'argent au début, de faire un peu de rentabilité, donc on vous promet 50 ans. Et résultat des courses, alors qu'on nous dit, ouais, la SNCF, vous êtes public, vous êtes cher et tout, eux, la portion d'exploitation de TGV, c'est la plus chère. Il n'y a pas un pays, même la France, elle est plus chère que SNCF Réseau. C'est-à-dire que la démonstration, à la question très simple, est-ce que le privé, concrètement, fait moins cher que SNCF Réseau? Ils ont un petit bout, ils font plus cher, c'est tellement cher que les TGV Paris-Bordeaux, ils sont obligés d'augmenter les prix parce qu'autrement, même s'il est ras la gueule, même s'il est plein de TGV, tu perds de l'argent. Tellement la partie est chère. Bon, alors là, il y a une nouvelle expérimentation, parce qu'on aime bien faire des expérimentations, c'est comme l'énergie. Là, c'est la région Grand Est. Voilà, la région Grand Est. Ils se sont dit, mais si, bien sûr, on va passer par le privé pour exploiter 15 lignes, des petites lignes. Voilà, donc là, la première, la Nancy-Contrexéville, qui est gagnée par Transdev. Alors, je ne sais jamais si c'est Vinci ou FH qui a récupéré. D'ici 2 ans, ils vont l'exploiter. Je pense qu'ils vont, ça ne va pas marcher. Et dernier truc sur pourquoi la concurrence ne peut pas marcher. Là, on a ouvert à la concurrence sur les TGV. Voilà. Bon, les TGV, il y a à peu près 6 TGV sur 10 qui fait perdre de l'argent à la SNCF. Pourquoi? Parce que le TGV n'a pas de subvention, alors qu'il fait de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'il dessert des gares où il perd de l'argent. Tu desserres un gare, tu perds de l'argent. Bah, par contre, SNCF, personne ne le fait. Exemple, donc, Dijon.
Dijon, Saint-Étienne, la plupart des gares, sauf Lyon, Lyon, Lille. Lille est à peine rentable. Bordeaux, c'est à peine à la rentabilité. Voilà. Là, quand vous avez le TGV qui va à Rennes, après, hop, il va jusqu'à Vannes. Bon, bah, vous imaginez bien que la petite bout jusqu'à Vannes, il n'est pas du tout rentable. Donc, que font les compagnies concurrentes de la SNCF? Bah, eux, ils vont faire du Paris-Rennes ou du Paris-Lyon. Ils vont pas aller à Saint-Étienne. Ils vont aller uniquement sur les lignes rentables. Ce qui va poser un problème, où d'un côté, tu as un système qui est ouvert, où on demande à l'opérateur historique, bah toi, tu continues à faire de l'aménagement du territoire. En gros, toi, tu continues à faire de l'argent. Par contre, les nouveaux entrants, eux, ils vont se concentrer sur les lignes rentables. Du coup, ça pose tellement de problèmes que, y compris dans le ministère, là, il y a le ministre François Durouvray, voilà, qui dit, bah, ça pose un souci. Donc maintenant, on va demander aux concurrents, y compris de desservir les lignes qui ne seront pas rentables. Ce qui va, à mon avis, je ne sais pas s'il aura le courage politique d'aller le faire, mais ça va poser des problèmes. Et autre souci qu'il y a, c'est qu'on avait un réseau avec un système SNCF qui exploitait des trains partout. Là, avec les systèmes d'appel d'offres, donc là, on n'est plus sur le TGV, on est sur les appels d'offres avec les régions qui font des appels d'offres sur des lots pour exploiter les TER, les Transiliens et les Intercités. Et bien là, on a un phénomène de balkanisation. C'est-à-dire que là où tu as une société, et ben nous, on a regardé, il y en aura 60. On va faire des PME du rail. Mais qui peut croire 5 minutes sur une industrie aussi lourde que le ferroviaire, avec des investissements qui sont importants, avec une technicité. Enfin, on peut ne pas aimer un cheminot et reconnaître que un conducteur de train, il a un peu de responsabilité, il a du professionnalisme, un contrôleur. Voilà, on reconnaît quand même ce professionnalisme. Donc, qui peut croire que toutes ces petites boîtes auront à la fois les capacités de maintenir ça, tout en se disant qu'il y a peu de chances qu'ils fassent de l'argent. D'ailleurs, Trenitalia perd beaucoup d'argent. Et sur le temps long. Ouais, vas-y, rebondis, je t'en prie, ça te donne envie. Hein. Oui, c'est pour ça qu'on disait que ça faisait miroir les deux, et moi je suis au milieu, c'est vraiment ça. Gros parallèles. Tu parlais des investissements très longs, il y a quelque chose sur lequel que j'ai juste un peu esquissé mais que je n'ai pas abordé, c'est quand on a des secteurs où pratiquement tout le coût, c'est des investissements sur des dizaines d'années. En fait, la moitié, enfin en énergie, la moitié du coût total de production, c'est ce qu'on appelle les coûts de financement, les coûts pour rémunérer ceux qu'ont apporté les capitaux. Donc c'est les taux d'intérêt. C'est les taux d'intérêt pour les banques et c'est la rémunération des actionnaires pour la partie qui est apportée sur fonds propres, quoi. Donc, et ça, ça c'est exactement, ça va être bien documenté, selon qu'on emprunte par exemple, on se rémunère à 2%, ce qui est absolument faisable pour un système public, ou à 9%, ce qui est assez classique pour des acteurs privés, et bien le prix a doublé entre les deux. Enfin, le coût a doublé plus exactement. Donc on voit bien que ça va se retrouver sur la facture. Et on peut toujours espérer gratter de l'argent en payant moins les gens, parce que sur l'énergie c'est une toute petite part, de toute façon ça représente de l'ordre de 15% du coût total. La masse salariale la masse salariale, jamais on pourra compenser le fait que le moindre pourcent de rémunération du capital change énormément les choses. Et pour baisser ce coût du capital, c'est pas juste... Bon, alors, évidemment, déjà, les acteurs privés sont plus gourmands que l'État, mais en plus, ils ont plus de risques aussi, il faut le reconnaître. Quand on a tout le parc de production, qu'on a des tarifs réglementés qui sont calés de manière à rembourser les investissements, bah, il y a bien moins de risques quand il faut investir sur une centrale donnée, avec des réglementations qui n'arrêtent pas de changer. Alors, l'État, en fait, intervient, parce qu'au début, ceux qui ont mis en place le système pensaient qu'avec un prix de marché, les gens allaient investir et puis ils se rémunéraient en vendant leur électricité au prix de marché. Donc, j'expliquerai un peu le prix de marché. Mais le prix de marché, il est passé de 50 € à plus de 1000 € en quelques mois en 2022. Donc il change énormément. Donc ils se sont aperçus que ça ne marchait pas. Donc maintenant, on a tout un tas de mécanismes de rustine qui sont complètement hors marché, qui font que finalement l'État garantit les revenus des producteurs plus ou moins, pas complètement, donc il reste un risque, donc ça reste cher. Mais voilà, on a un système de toute façon. Quand il y a un plantage, c'est l'État qui est obligé d'intervenir, on ne peut pas se passer d'énergie. Mais en même temps, on laisse une rémunération qui est très importante au privé, aux dépens de la collectivité. Donc c'est vraiment, à mon avis, ça qu'il faut... En plus de ça, même d'un point de vue de théorie économique, on sait que des secteurs très capitalistiques, c'est-à-dire où la part des investissements est très lourde, ne sont pas adaptés à la concurrence.
eh ben, c'est surtout sur les prix que ça va jouer, Voilà. donc ça va être beaucoup moins cher pour lui, aussi bien pour le train que pour l'énergie, et surtout une amélioration de qualité qui est vendue. Tu penses que ça peut se concrétiser comme ça, ou on est vraiment sur de l'idéologie? Ah bah, c'est sur de l'idéologie, puis là on commence à avoir un petit retour d'expérience. Oui, De moins en moins de gens osent dire que ça améliore et la qualité de service et les prix. Bon, alors sur la qualité, je dois dire que comme c'est ce que tu disais, c'est la même électricité pour tout le monde et que les fournisseurs ne livrent pas, on ne voyait même pas comment ça pouvait changer quoi que ce soit. ok. La qualité dans l'électricité, c'est le fait d'avoir une tension constante, d'avoir la lumière quand on allume, pas de coupure, Pas de etc. coupure, Ça ne relève pas des fournisseurs. Ce que disent les associations de consommateurs, c'est allez, on va être gentil. L'innovation et la qualité, ça a été peut-être pour certains de mettre une autre couleur sur la facture, de faire des reportings un peu meilleurs, mais c'est tout quoi. D'autres plus méchants qui disent et de faire un peu de la fraude et du démarchage où personne ne comprend rien et où les pauvres consommateurs se font avoir. Alors maintenant, sur les prix, ça demande un peu plus d'explications. Bon. Donc avant, on avait des prix basés sur les coûts de production, encore une fois, qui sont très stables, hein, puisque c'est de l'investissement, ça n'a pas de raison de changer d'une année sur l'autre. Pour mettre en place les marchés, la concurrence, donc on a mis en place ce marché avec un prix qui est basé sur le coût marginal, donc le coût de production d'une unité supplémentaire d'électricité. Cette unité supplémentaire d'électricité, elle est produite par la seule centrale qui peut encore produire, donc qui ne produit pas déjà à plein, c'est-à-dire la centrale la plus chère, celle qu'on a appelée en dernier, quelque part en Europe. Et en général, c'est une centrale à gaz. Parce que... C'est-à-dire que le prix de l'électricité est fixé par le gaz, alors que ce n'est pas la première consommation en France. C'est quelques pourcents. Hein. C'est dingue ça. 5-6%. C'est-à-dire que celui qui fixe le prix, c'est... c'est même pas... Enfin, en Europe, c'est beaucoup plus, mais c'est de l'ordre de 20%. C'est pas non plus... Mais c'est la dernière... C'est même pas la moyenne des centrales à gaz. C'est la centrale à gaz la plus chère qui est en fonctionnement ou qui pourrait fournir une unité supplémentaire. Alors, ça a un sens économique. Hein. C'est que comme il faut absolument que toutes les centrales soient incitées à produire jusqu'à atteindre le niveau de consommation, si on fixe un prix qui est un peu plus bas que ce que ça coûte pour la dernière centrale la plus chère, elle ne va pas produire. Donc voilà, on l'a fixé là, ça a un sens économique, sauf que du coup, on a un prix qui est complètement aberrant. Alors, ça a produit, en fait, ça, depuis le début, maintenant on dit il y a eu une grosse crise ces dernières années, mais ça marchait très bien avant, bon là c'est pas de chance. Non, en fait, ça n'a pas marché depuis le début, c'est-à-dire que les prix du gaz, ils sont incontrôlables, parce que c'est un marché mondial sur lequel on n'a pas la main, qui est lui-même spéculatif. Donc au début, ça a baissé, tout le monde était content, les gens sont partis en offre de marché, tout le monde était content sauf les producteurs, parce que si les prix passent en dessous des coûts de production, les producteurs ils vendent à perte, donc c'est un problème. Et puis ils ont commencé à remonter, puis ils ont redescendu, puis ils ont remonté. Et alors l'apothéose évidemment, ça a été à partir de 2021, où là, il y a eu une flambée des prix du gaz sur les marchés. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une reprise économique à la suite du Covid qui a amené beaucoup de tensions, beaucoup de demandes sur le gaz. Donc les prix ont commencé à partir, mais complètement, je veux dire, ils atteignaient plusieurs centaines d'euros, alors que pour l'électricité, enfin pardon, du coup les prix de l'électricité ont monté, ils étaient en dessous de 50 euros, ils sont montés à 300. Là-dessus, il y a eu la guerre en Ukraine avec... On passait de 50 euros à 300. À 300 euros, sachant qu'il change aussi toutes les heures en plus, hein, mais bon, oui, je le fais un peu simplifié. Disons que pour acheter, parce qu'on peut acheter aussi pour l'année prochaine une bande. Donc là, il n'y a pas de raison technique pour laquelle ça devrait varier. Et là, oui, c'était passé de 50 à 300. Et puis là-dessus, guerre en Ukraine. Donc on décide de se passer du gaz russe. Et alors là, ça a passé au-dessus des 1000 euros du mégawattheure à l'été 2022. On est passé de 50 à 1000. Voilà, fois 20. Fois 20. Donc, les taux... C'est pas cher, hein, c'est bien la c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ça vaut le coup de... Donc ça vaut le coup. Donc, alors, évidemment, ça a provoqué une crise majeure. Enfin, on est encore dedans. Hein. C'est-à-dire que pour les particuliers comme nous, heureusement, on avait encore des tarifs réglementés par l'État. Bon, je l'ai dit, ces tarifs, ils étaient réglementés, ils sont réglementés par l'État, mais on avait changé leur mode de calcul pour faire en sorte que les fournisseurs puissent proposer quelque chose de moins cher. Donc, même les tarifs réglementés par l'État, ils étaient basés sur les prix de marché, mais plus ou moins lissés. Bon. Donc, ces tarifs réglementés de vente, ils auraient dû augmenter, mais l'État est intervenu. Mais pour les entreprises et les collectivités, les communes qui n'ont plus la possibilité de se tourner vers ces tarifs réglementés de vente, alors là, ça a été l'enfer, quoi. C'est-à-dire que, en fonction du jour où se terminait leur contrat et où elles devaient re-signer avec un fournisseur, si ce jour-là, les prix étaient très élevés, mais elles voyaient des multiplications par 3 ou 4, c'était monnaie courante de leur facture. Il y en a qui ont même eu des multiplications par 10,
Et puis par rapport à leurs voisins, s'ils avaient eu la chance de signer à un autre moment, là c'était mieux. Et ça a mis en difficulté des entreprises de toute taille. C'est-à-dire qu'on a eu un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, les boulangers qui disaient mais nous on va fermer, il y a eu des vagues de faillite, nous on ne sait pas comment on va payer nos factures pour la semaine prochaine. Après ça a été les maraîchers, après ça a été les restaurateurs. En fait toutes les PME, PMI, les TPE avaient des grosses difficultés à payer leurs factures, même les industriels, des gens qui font de l'acier, il y a eu Duralex aussi, qui Michelin disaient, aussi, mais Michelin aussi, qui disait mais nous on on est plus compétitifs par rapport à l'énergie aux États-Unis par exemple. Et donc ils ont commencé à essayer, alors soit à faire faillite, soit à essayer de délocaliser leur production par rapport aux États-Unis qui, avant la libéralisation, avaient le même prix de l'énergie que nous. Hein. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est 2 à 3 fois moins cher. Donc, des catastrophes. On demande, alors, l'État, quand même, devant. Mais c'est comme ça dans tous les pays, hein, dans tous les pays européens qui avaient mis en place ce merveilleux marché de l'électricité. Donc, dès septembre 2021, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, découvre le poteau rose et dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces prix de marché ? Ces prix de marché sont vraiment aberrants. Tout le monde reprend. » Bon, nous, ça fait 20 ans qu'on le disait, on était contents qu'enfin on s'en rende compte. Donc, même l'Union européenne, la commissaire européenne dit « Oui, là, il faut faire quelque chose. » Donc, elle autorise les États à prendre des mesures d'urgence. Alors, tout le monde a pris ces mesures d'urgence dans tous les sens. L'État français en particulier a mis ce qu'on a appelé un bouclier tarifaire pour limiter la hausse des tarifs réglementés de vente, ce qui a coûté une fortune aux finances publiques, hein, plusieurs dizaines de milliards d'euros, de l'ordre de 30 à 40 milliards d'euros. D'où le déficit. Qui manque aujourd'hui aux hôpitaux, aux écoles, tout un tas de choses. Malgré ces aides, alors pour les particuliers, pour les entreprises qui n'avaient pas ce tarif réglementé de vente, là ils ont fait des mesures d'une complexité invraisemblable, des amortisseurs où ils prenaient en charge une partie. Mais après, alors ça changeait tout le temps aussi parce qu'ils n'y arrivaient pas. Enfin, résultat des courses, les entreprises se retrouvaient à payer 300 € là où ça coûtait 80 € de produire. Bon, des systèmes aberrants. Donc, résultat, donc ça a coûté beaucoup plus cher aux consommateurs de toute taille que ce que ça coûte de produire l'électricité en France. Ouais. Et en plus, ça a coûté très cher aux finances publiques. Et ça continue. Donc aujourd'hui, plus personne n'ose trop dire quand même que les prix ont baissé, plus personne n'ose parler de qualité de service. Alors moi je rajoute un point qui n'est jamais mentionné, c'est quand même, comme ça vient de première nécessité, normalement il y a une obligation d'équité de traitement. Alors ça plus personne n'en parle, parce qu'évidemment quand on en est à négocier ses offres, chacun avec le fournisseur, il n'y a plus d'équité de traitement. Donc, et des exemples de gens, de petites entreprises qui se sont fait avoir, mais aussi de citoyens qui ont cru, qu'en sortant du tarif réglementé, ils se sont fait démarcher. Il y en a mais il y a vraiment des pratiques frauduleuses massives. Depuis le début, on nous dit qu'on va réguler, personne n'y arrive. Et des trucs où les gens démarchent, se font passer pour EDF, photographient dans le dos des gens leur RIB, leur font signer des contrats sans qu'ils aient signé, leur promettent un prix et puis en fait ils reçoivent un mail en leur disant qu'ils auront une facture de redressement de plusieurs milliers d'euros, les gens ne le voient pas. Ou alors, un autre système, ça me fait un peu penser à ce que tu dis, ceux qui gagnent et puis quand ils perdent, c'est l'État qui rend flou. Au moment où les prix de vente montaient, les fournisseurs ont décidé de faire partir leurs clients chez EDF au tarif réglementé de vente en disant désolé, nous on va monter notre prix, mais si vous voulez aller chez EDF. Et l'électricité qu'ils avaient achetée pour leurs clients, ils l'ont revendue sur leur marché en faisant un jackpot, quoi. Ah ouais, d'accord. EDF, inversement, est obligé de fournir ses clients, de racheter sur l'électricité sur le marché. Et voilà. Donc on est vraiment dans un système, mais aujourd'hui, complètement indéfendable. Bon, les innovations, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait comme innovation, à part des innovations commerciales? Rien. Alors, donc on pourrait se dire, on en est là. L'Union européenne, après cette multitude de mesures d'urgence, elle a dit aussi, on va faire une réforme en profondeur du marché. C'est quand même pas possible d'avoir un prix aussi déconnecté, des coûts de production aussi volatiles, aussi incontrôlables. 2 ans de négociations pour je sais pas quoi, dans lesquels il n'était même pas question de pouvoir débattre de l'éventualité de revenir à un système public qui fonctionnait avant. Et donc, aujourd'hui, on est dans un système qui n'est absolument pas protecteur, plus protecteur qu'avant, voire pire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour l'instant, les prix du gaz redescendent. Est-ce que demain, ils ne vont pas reflamber avec la situation au Moyen-Orient, par exemple? On ne sait pas. Si ça reflambe, on est dans la même situation qu'avant. Donc, on a sans arrêt dans l'actualité
des annonces de difficultés dans l'industrie, de délocalisation. Il y a aussi l'inflation qui a été beaucoup alimentée par la crise de l'électricité. Et enfin, il faut le redire, si on était resté à un système de tarification publique basé sur les coûts de production, on n'aurait pas eu de crise de l'électricité. On aurait eu une petite augmentation des coûts, mais de quelques pourcents pendant 3 ans, ça suffisait, quoi, parce qu'on a eu des difficultés avec le parc nucléaire, et c'était tout, quoi. Donc là, vraiment, on a une crise d'électricité à 95% liée à cette volonté de mettre en concurrence des centrales qui, de toute façon, ne peuvent pas être en concurrence les unes par rapport aux autres. Enfin, franchement, penser qu'une centrale va être en concurrence, une centrale nucléaire va être en concurrence avec une éolienne, ou même avec une autre centrale nucléaire, une fois qu'elles sont construites, c'est juste ne rien comprendre au système électrique. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que Fabien va bien sûr développer pour le ferroviaire, mais on nous vend l'ouverture à la concurrence et la privatisation. C'est le consommateur, donc là c'est le voyageur qui va gagner, il va payer son billet de train moins cher, et puis le service, tous les trains seront à l'heure, il n'y aura plus jamais de bagages abandonnés, plus de malaise dans les trains, et tout va bien se passer. C'est bien ça, la privatisation, Fabien. Oui, il y aura du soleil sur nos fronts et du bonheur dans nos maisons, Voilà. mais tout ça, c'est du bidon. Alors, le ferroviaire, je vais le découper en 3. Il y a les trains de marchandises, le fret. C'est eux, comme je l'ai dit, les premiers qui ont été ouverts à la concurrence avec les premiers acteurs du privé qui sont arrivés à partir de 2003. Dans le fret, on ne gagnait pas d'argent, on perdait d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il y a une telle concurrence des chauffeurs routiers. Je ne vais pas rentrer là-dessus parce que ça mériterait un débat, et je crois qu'on a déjà eu d'ailleurs là-dessus. Mais en gros, il y a une telle concurrence qu'aujourd'hui, le fret, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, tu es obligé de, comme on faisait la SNCF avant, elle récupérait les dettes de fret. Et c'était en gros, caricature, mais quasiment pas, le TGV payait les activités déficitaires du fret. Voilà comment c'était un rééquilibrage avant. Mais donc, il n'y avait pas de subvention publique pour le fret. Donc en 2003, ouverture à la concurrence, 0 subvention publique pour les trains de marchandises. 48 milliards de tonnes kilomètres, c'est la mesure de volume, 48 milliards de tonnes kilomètres, ce qui fait à peu près 16% de part modale. C'est-à-dire 16% des marchandises en 2003 sont transportées par des trains et le reste, c'est surtout la route. Voilà. En 2023, 20 ans après l'ouverture à la concurrence, 281 millions d'aides publiques. 2003, 0. 20 ans après, ouverture à la concurrence, génial, on baisse les coûts, ça sera moins cher pour la collectivité. 281 millions d'aides publiques pour 29 milliards de tonnes kilomètres, c'est-à-dire quasiment la moitié moins de ce que tu faisais avant, et pour une part modale de 8,9%, c'est-à-dire une part modale supérieure. C'est-à-dire que tu as payé plus cher, l'État, donc le contribuable paye plus cher pour transporter moins de marchandises et avoir une part modale encore plus petite. Bravo. Après, on parle du TGV. Le TGV, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on raconte beaucoup de pipeaux. C'est-à-dire qu'il y a un prix. C'est vrai que les gens disent « Ouais, mais regardez, TGV, Trenitalia, c'est moins cher que la SNCF. » C'est vrai. Trenitalia, c'est moins cher que la SNCF. Mais c'est complètement artificiel. Pourquoi c'est artificiel ? J'ai pris les chiffres de Trenitalia. Trenitalia, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne va pas sur les lignes TGV non rentables. Eux, ils se concentrent que sur les lignes rentables. Et malgré le fait de se concentrer que sur les lignes rentables, en 4 ans, Trenitalia, ils ont fait pour 97 millions de chiffre d'affaires, 97 millions de chiffre d'affaires, 129 millions de pertes. C'est-à-dire qu'ils ont plus de pertes que de chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que c'est le groupe italien qui subventionne à fond perdu Trenitalia France. Mais qui peut penser 5 minutes qu'ils vont faire ça 5, 10, 20 ans, perdre des millions et des millions d'euros. Aujourd'hui, les prix des billets Trenitalia, c'est du pipeau, c'est bidon. Ils ne pourront pas rester à ce prix-là. Alors, il me dit, oui, mais regardez en Italie, en Espagne, ça marche vachement bien. Mais pourquoi les TGV ? Pourquoi ça marche mieux, les TGV ? Alors, ça, on pourrait avoir un débat, est-ce que ça marche mieux en France ? Je n'ai pas le temps de développer, mais ce n'est même pas vrai. En plus, ça ne marche même pas mieux en France. Mais bon, en tout cas, ça a développé en Italie et en Espagne le TGV. Pourquoi ?
Parce que l'État investit massivement, finance massivement le TGV, ce qui n'est pas le cas de la France. C'est-à-dire que la France, l'État investit dans le réseau, il investit plutôt les collectivités locales dans les TER, les Transilien. Par contre, il n'y a pas de subvention publique pour les TGV. Donc effectivement, ça a baissé les prix en Italie. Mais pourquoi? Parce que le contribuable espagnol finance à coût de dizaines de millions d'euros. Donc tout ça, toutes ces comparaisons internationales, elles sont complètement bidons. Après, on a eu Railcoop, qui est venu, concurrent, machin. Bon, bah eux, ils ont fait faillite avant de faire le premier train de voyageurs. Voilà, en plus, ça partait d'une bonne idée, coopération. Bah eux, ils ont fait un train de marchandises qu'ils ont fait 6 mois. Ça a arrêté. Après, ils ont pompé un peu d'argent public quand même, au passage. Hein. Il y a eu des gens qui ont cru Railcoop, qui ont mis de l'argent. Voilà. Et tout ça pour faire 0 train au bout. Hein. Donc tout ça, c'est de l'argent qui a été jeté à la fenêtre. Voilà, parce qu'il faut quand même voir ça. Hein. Entre les particuliers, les collectivités locales, les mairies qui disent « Ah super, je vais avoir un train Railcoop chez moi. » Hop, bon, bah, j'ai mis 20 000, 30 000, des fois 100 000 euros. Voilà, pas un seul train. Après, il y a Renfe. Renfe, c'est le même principe que Trenitalia, sauf que Renfe, ils sont encore plus malins. Ils ne publient pas leur compte en France. Donc aujourd'hui, les TGV Renfe, qui sont pas chers, c'est vrai, à 20 balles, tu fais des TGV, machin. Vu qu'ils ne publient pas, on ne sait pas, donc, mais moi je vous le dis, c'est injecté de l'argent de Renfe Group pour voir. Mais comme la SNCF fait Ouigo Espagne. Hein. Ouais. Ouigo Espagne, ça coûte 140 millions d'euros, Ouigo Espagne, au groupe SNCF, hein, de perte. Hein. Donc oui, effectivement, les gens sont contents, mais bon, on va faire quoi? Alors, 200 millions, 300 millions, et à un moment donné, il faut qu'il y ait un minimum de modèle économique. Alors après, il y a ce qu'on appelle les trains avec les autorités organisatrices, donc les régions, PACA, TER PACA, Hauts-de-France, voilà, que des gens qui aiment souvent beaucoup la SNCF et le service public. Bon, bah eux, ils disent, voilà, on a ouvert à la concurrence, donc on a fait un appel d'offres. Donc les appels d'offres, ce n'est pas au niveau totalement de la région, mais c'est par petits bouts géographiques, par lot, on appelle ça des lots. Ça dépend des régions. PACA, il y a 4 lots. Hauts-de-France, il y a 5 lots. Voilà, ça dépend des régions. Bon, bah là, effectivement, quand ils ont ouvert à la concurrence, les prix ont baissé. C'est vrai. Appel d'offres, la SNCF, elle est passée par une filiale. Il y a eu, dans le cas de l'appel d'offres, une baisse des coûts. Mais pour l'instant, tu as une baisse des coûts, mais tu ne sais pas la qualité de service. Tout ça est très théorique. Alors, elle est pratique, la baisse des coûts, mais les premiers trains, c'est à partir du mois de décembre. Et les vrais trains privés, c'est à partir de juin 2025. Où, soit dit en passant, Transdev, qui fait les TER entre Nice et Marseille, n'a pas les trains, parce que Alstom, haute boîte privée, est en retard, hein, le temps long pour livrer le matériel. Résultat des courses, là, au mois de juin, il risquait d'avoir 3 trains pour faire circuler tous les TER. Donc, en gros, c'était une espèce de block-out, mais à version SNCF. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait toc, toc, toc. Oui, à SNCF, vous pouvez prêter des trains à Transdev pour assurer le service. Voilà, donc c'est nous qui allons nous séparer de trains pour les prêter à Transdev pour qu'ils puissent assurer donc, en dehors de ces aspects-là où ça ne va pas marcher, c'est très simple. Aujourd'hui, pourquoi ça ne marchera pas? Parce qu'évidemment, ils font baisser les prix. Ils font baisser les prix sur qui? Sur les bonhommes et les bonnes femmes. Voilà, les cheminots. En plus, les gens pensent qu'on est surpayé, ils pensent qu'on peut faire un peu de productivité, donc ça tombe bien. Toi, on reste dans les préjugés. Le problème, c'est que peut-être que les gens pensent qu'on est surpayé, mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le cheminot est un métier sous tension. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à recruter des cheminots. On a du mal à recruter des conducteurs, on a du mal à recruter des agents du matériel. Voilà. Et des aiguilleurs, j'en passe et des meilleurs. Si vous faites du dumping social sur une profession où vous n'arrivez déjà pas, avec les conditions sociales d'aujourd'hui, à recruter. Comme les profs. Voilà. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu auras encore plus de mal à recruter. Donc, ton matériel sera moins bien entretenu. Bah, tu n'auras pas l'effectif de conducteurs de train. Voilà. Donc, du coup, tu auras une baisse de la qualité de service. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'1 ou 2 ans où ta qualité de service s'est écroulée. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Angleterre. Et bien là, ta compagnie privée, toc, 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 bonjour la région. En fait, vous voulez une amélioration de la qualité de service? Eh bien, on vous représente la nouvelle facture. Voilà, avant, c'était 100 000 euros. Voilà, ah ben maintenant, on a doublé le prix. Et si on ne double pas le prix, eh ben, on ne peut pas assurer la production.
ce que je vous explique là, qui évidemment n'est pas encore passé, c'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre. Ils privatisent en 94, baisse des prix, génial, c'est la fête, le Club Med. Voilà. La qualité de service s'écroule, mais s'écroule. Les gens ne sont pas contents, mais je les invite à aller en Angleterre. C'est vraiment le bordel là-bas. S'écroule, donc résultat, l'État réinjecte massivement dans l'argent, et au bout de 30 ans, il se dit, mais mince, c'est 3 ou 4 fois plus cher que ce que ça nous coûtait lorsque c'était public. Donc c'est pas économique, les prix du billet des voyageurs. Donc ils renationalisent. Okay. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que les premiers à avoir privatisé. Comme l'autoroute, comme la exactement comme l'autoroute. Donc pourquoi? Parce que, un exemple tout simple. Aujourd'hui, c'est les régions qui achètent le matériel. Voilà. Pourquoi? Parce que s'il y a un appel d'offres, la SNCF perd l'appel d'offres, ils prêtent le matériel, les automotrices, les trains, à celui qui remporte, qui peut être le concurrent de la SNCF. Sauf que les ateliers, eux, la plupart appartiennent à la SNCF. Donc les ateliers, c'est là où on entretient les Voilà, trains. là on entretient le garage, en gros. Mais sauf que c'est des gros garages qui coûtent plusieurs millions d'euros. Eh bien, les ateliers, ils appartiennent encore à la SNCF, c'est normal, c'est eux qui les a payés. Donc du coup, sauf que ton matériel, sans l'atelier, ça ne sert à rien. Donc que font les régions aujourd'hui? Elles rachètent les ateliers pour pouvoir faire, juste pour qu'ils deviennent propriétaires et pour qu'on puisse entretenir leur train. C'est-à-dire que tu as créé 0 train, tu as mis 0 train en plus, mais ça te coûte déjà plus cher parce que tu es obligé de racheter les ateliers. Voilà ce qu'ils font. C'est une multitude d'exemples comme ça, les coûts de ce qu'on appelle de démutualisation. Ouais, c'est pareil chez nous, ouais. On a aujourd'hui des services RH, voilà, il y a toute une série de services qui sont transverses, voilà, qui font un service transverse. Tu fais 4 petits lots, et ben, tu as ce qu'on appelle des coûts de démutualisation. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la SNCF est bien embêtée. Elle va voir la région et dit, voilà, vous avez découpé par lot, et ça coûte plus cher parce qu'on a des coûts de démutualisation. Mais ils n'osent pas dire aux régions, c'est à vous de payer. Voilà, donc quand tu additionnes tout ça, tu te rends compte, en fait, 1, ça ne marche pas, et 2, ça sera plus cher. Il n'y a pas de solution miracle. Ah si, gardez le monopole public. Ah ben voilà, on allait y venir. Donc là, avec cette idéologie de l'ouverture à la concurrence, effectivement, pas de privatisation, parce que l'un entraîne l'autre. De toute façon, les deux sont inséparables. Anne, pour toi, en fait, quand on fait ce constat-là, comment on peut se projeter pour la suite? Et toi, est-ce que tu aurais des solutions à proposer justement en matière d'énergie? Oui, en fait, nous, on a une solution qu'on a détaillée dans une note, on en a fait des synthèses, on les a présentées, qui consiste à dire on revient à un système public, mais en essayant d'éviter les écueils qu'il y avait sur la question démocratique notamment. Donc, c'est quoi? C'est se poser des questions simples, parce qu'en fait, la difficulté aussi de l'énergie, c'est que c'est tellement compliqué que même les élus disent oh là, nous, on ne veut pas en entendre parler, c'est trop compliqué. Il y a des choses simples, quoi. Si on considère qu'il doit y avoir une équité de traitement entre usagers, que tout le monde doit payer la même électricité s'il la consomme au même moment, alors il n'y a pas 50 solutions. Ça doit être un tarif réglementé. Voilà, on a des centrales, je l'ai dit, qui ont des coûts très différents. Et bien, on fait la somme de tous ces coûts et on la répartit de manière équitable entre les différents consommateurs. Donc, soit on a ça, et ça s'appelle des tarifs réglementés par l'État, donc des tarifs réglementés pour tous, soit on a des fournisseurs en concurrence qui font des offres de marché, négociées, etc. Mais on ne peut pas avoir les deux, donc il faut choisir. Moi, je choisis le premier modèle. Ensuite, il y a la question de la propriété des centrales. Soit c'est des propriétés privées, soit c'est des propriétés publiques. On l'a dit, le coût du capital joue un rôle essentiel. Donc si on accepte de donner ça au privé, de laisser ça au privé, alors ça va nous coûter à peu près 2 fois plus cher que si c'était d'investissement public. Alors on peut nous dire, l'État n'a pas d'argent pour investir. Enfin, de toute façon, à la fin, c'est tout le monde qui va payer, soit par sa facture, soit éventuellement par ses impôts s'il manque. Mais de toute façon, c'est la collectivité qui va payer. Donc c'est beaucoup moins cher de construire avec de l'emprunt public et ensuite de se faire rembourser sur les factures que de s'adresser au privé. Alors je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de concurrence, on dit pour le marché, enfin à l'amont au moment de la construction. Mais une fois que les centrales sont construites, il n'y a aucun intérêt à les laisser au privé. Donc voilà, pour moi, il faut la propriété publique des moyens de production. Alors
fait une petite exception sur les petites centrales décentralisées, les petits panneaux solaires ou éoliennes. On peut discuter, on peut dire, ça peut être des coopératives à but non lucratif, plus proches du terrain, etc. Mais en tout cas, sur les grands moyens de production, ça doit être public. Ensuite, il faut une coordination publique du fonctionnement. Tu l'as dit, on l'a dit, il faut un seul chef d'orchestre, il faut une seule entité qui dise quelle centrale démarre à quel moment on fait les maintenances, etc. C'est beaucoup plus efficace. C'est prouvé dans tout, enfin, je veux dire, c'est un consensus en fait scientifique de dire un système centralisé c'est bien plus efficace que plein d'acteurs qui sont coordonnés par un prix de marché. Donc c'est ça qu'il faut faire. Et donc ça veut dire un monopole public, oui. Alors idéalement d'un point de vue technico-économique ça devrait être à l'échelle européenne puisque c'est à l'échelle européenne qu'on équilibre le réseau, mais enfin au moins on pourrait dire chaque pays qui le souhaite revient à un système public, continue à échanger avec les autres comme avant, parce que alors là, il y a eu un gros mensonge aussi, la seule défense c'était de dire si jamais on sort du marché, on se déconnecte de nos voisins. Bon, on a échangé bien avant les marchés, donc en plus, nous, notre proposition, elle ne change même pas la manière d'organiser ces échanges avec les voisins. Donc, on a une proposition sur la table qui ne dit rien non plus de est-ce qu'on venait pour ou contre le nucléaire. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est au moment de la planification du développement du parc qu'on décide si on veut du nucléaire ou pas du nucléaire. Et là-dessus, là, effectivement, je pense qu'il devrait y avoir un vrai débat citoyen, à mon avis, qui va jusqu'au référendum pour qu'il y ait vraiment un contrôle citoyen. Mais une fois que le parc est là, on n'a pas des grandes décisions à prendre, quoi. Donc, on a détaillé cette proposition qui, encore une fois, n'a rien de radical. Enfin, on ne dit pas que ça va remettre en cause ni la construction européenne, ni même l'organisation du marché, ni le choix des autres pays. S'ils veulent continuer à mettre de la concurrence là où on ne peut pas en mettre, à faire rentrer un rond dans un carré, c'est leur problème. Nous, on aurait un système public en France et on continuerait à échanger avec nos voisins comme avant et à payer au prix de marché juste les imports-exports, quoi. Donc, ça a été détaillé. On l'a fait savoir. On n'a jamais de critique technico-économique. Jamais. La seule critique qu'on a, c'est pas possible parce que l'Europe nous l'interdit. Enfin, d'accord, mais si l'Europe nous dit de sauter dans le vide, donc on saute dans le vide. Enfin, on parle quand même d'un secteur qui est un des piliers de la transition énergétique, encore une fois. On sait qu'on va dans le mur à grande vitesse. Je pense que les rapports du GIEC, maintenant, ça commence à être connu. On sait qu'il va falloir complètement revoir nos modes de production et nos modes de consommation. Est-ce qu'on peut penser une minute qu'en laissant ça à la main invisible du marché, on va arriver à bifurquer et à changer complètement et c'est vrai aussi pour le train. Il faut une vraie politique publique, il faut des investissements très lourds qui ont été chiffrés à 20 à 25 milliards d'euros par an, en plus rien que pour le système électrique. On sait, même des économistes pas très radicaux le disent, que ça ne peut être fait que par le public. On sait qu'on a besoin d'outils très efficaces pour le faire, et non, on continue par dogmatisme, par intérêt privé poussé par des lobbies, à laisser ça en vrac avec un système qui est complètement pas maîtrisable, à rajouter des rustines sur ce système. Enfin, c'est dramatique. Donc nous, ce qu'on dit, c'est on a une proposition, à la différence des autres, parce que en fait, au bout de 2 ans donc, de réforme des marchés, il n'y a toujours pas un seul modèle qui fonctionne même sur le papier, quoi. C'est un niveau invraisemblable. Nous, on a un système. Revenons là, ou alors dites-nous ce qui ne va pas. Mais en fait, il n'y a rien qui ne va pas. C'est vraiment du pur dogmatisme. Donc je pense qu'il faut que les gens s'emparent de cette question, se disent, oui, il y a tout un tas de choses très compliquées, parce qu'ils ont compliqué à dessein, que plus personne n'y comprend rien, y compris ceux qui en parlent. Mais il y a quand même des choses simples. Est-ce que vous voulez avoir le choix de votre fournisseur ou est-ce que vous voulez un tarif garanti par l'État qui est le même pour tout le monde? Est-ce que vous voulez que les grandes centrales, par exemple les parcs éoliens en mer, partent chez Iberdrola, par exemple, enfin, ou chez des grands groupes privés, ou est-ce que vous pensez que ça doit être une propriété publique? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une urgence à garder l'argent, à pas lancer l'argent par les fenêtres ou plutôt dans les poches de ces énergéticiens pour l'investir dans la transition énergétique qui a beaucoup de besoins financiers? Est-ce que vous pensez que le contrôle citoyen, qui est évidemment essentiel, va vraiment être favorisé par le marché où on a vu comme c'était opaque, personne ne comprend rien à rien, les gens ne comprennent pas leurs offres, c'est normal, hein, enfin, c'est même fait pour ça. Ou est-ce que vous pensez que ça passe pas plutôt par des mécanismes type débat sur la base de scénarios, intégration, débat aussi à la maille plus locale sur les lieux d'implantation des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques? Est-ce que c'est pas plutôt là qu'on doit intégrer le contrôle citoyen? Voilà. Et surtout,
Ne mélangeons pas le débat, comme ça se fait souvent, entre est-ce qu'on est pour ou contre le nucléaire ou est-ce qu'on est pour ou contre la sortie du marché. C'est deux problèmes séparés. Qu'on aille vers du nucléaire ou qu'on aille vers du 100% renouvelable, de toute façon, ce marché, il ne permet rien, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Merci beaucoup, Anne. Avant de passer la parole à Fabien, justement sur la manière de se projeter pour la suite, et puis qu'est-ce qu'on peut proposer, nous, pour le transport ferré, je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent sur Twitter que si elles ont une question à poser, eh ben, elles peuvent monter en intervenant et on prendra quelques minutes à la fin de l'émission pour prendre les questions. Et pareil, sur Facebook, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, comme ça on les prendra et on se donnera quelques minutes à la fin pour répondre. Donc pour toi Fabien, alors est-ce qu'on a des solutions ? Est-ce qu'on est voué à suivre cette logique où on a compris qu'il va tous et toutes nous mener dans le mur ? Parce que pour l'énergie, il y a fort à penser quand même que le modèle se décline à la SNCF et qu'on ait un petit peu les mêmes inconvénients. Alors, si on a choisi de faire ce débat, en dehors du fait qu'il y avait des liens, voilà, c'est de l'industrie de réseau, en gros, aussi bien le ferroviaire que l'énergie, c'est que, enfin, ce qu'on trouvait intéressant, c'est que dans l'énergie, ça n'a pas marché, c'est une catastrophe, l'ouverture à la concurrence, à la libéralisation, des gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures, des petites entreprises qui ferment, des grosses entreprises qui disent qu'ils vont délocaliser avec les plans sociaux, et on ne revient pas en arrière. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que revenir en arrière, une fois que vous avez libéralisé, privatisé, même quand tout te pousse à dire bon on arrête les conneries et on revient, ça marchait avant, oui ça marchait. Et que tous les consommateurs le demandent. Et que on ne revient pas en arrière. Et c'est ça, nous aujourd'hui on a la bataille sur le ferroviaire. Bon, le fret c'est déjà bien avancé. La bataille sur le ferroviaire, c'est-à-dire la privatisation, concurrence dans le ferroviaire, des trains de voyageurs, c'est en train d'être mis maintenant. Avec le moins-disant social, avec le moins-disant social, avec un coût qui sera plus élevé. Si on n'arrête pas le train, ça coûtera plus cher, je le dis et le redis, ça coûtera plus cher aux consommateurs, ça coûtera plus cher aux contribuables et la qualité de service va s'effondrer. Mais on ne reviendra pas en arrière. Les Anglais, ils ont mis 30 ans. Dans l'énergie, on ne revient pas en arrière. C'est pour ça que la bataille, c'est encore maintenant. Alors, je sais que les cheminots, on n'est pas très populaires. Voilà, ouais, un peu feignant, la prime charbon. Bon, on nous a bien savonné la planche. Ils sont tout le temps en grève. Je le sais que la profession, elle n'est pas populaire. Mais entendez quand même, une fois que tu as passé, t'aimes pas le cheminot, entendez quand même que là, c'est une bataille d'intérêt collectif, même d'un point de vue égoïste du voyageur. Réfléchissez bien, parce qu'une fois que c'est libéralisé, privatisé, même si ça ne marchera pas, et on a démontré que ça ne marche pas dans l'énergie, on a démontré que ça ne marchait pas en Angleterre, revenir en arrière, enfin, c'est 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que le citoyen qui paye son passe Navigo aujourd'hui, pour revenir en arrière, une fois que tout est libéralisé, ce n'est pas lui qui le connaîtra, ça sera son enfant. Voilà pourquoi les gens, il faut qu'ils soient avec nous, qu'ils se rendent compte que la bataille qu'on mène, elle a un intérêt collectif. Elle a un vrai intérêt collectif. Donc, moi, c'est un peu la petite conclusion que je voulais faire en ce moment. Non mais il faut l'entendre. Effectivement, une fois qu'on a déconstruit, une fois qu'on a cassé la baraque, pour reconstruire, ça coûte et ça prend vraiment beaucoup de temps. Après, il ne faut pas renoncer non plus, même dans l'énergie. Et puis, je pense que ça devient vraiment très urgent. Hein. Ouais. Et puis là, enfin, le constat, quand tu reçois ta facture énergétique, ça va profiter aux consommateurs, la privatisation et l'ouverture à la concurrence. Là, je pense que factuellement, on ne peut pas se dire ça. Il nous reste quelques minutes là sur Twitter. Si vous voulez venir poser une petite question, c'est le moment. En attendant, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont tombées dans les commentaires de Facebook, non ? Bon voilà, sur Twitter... On a tué tout le monde là. Ouais, j'avoue que c'était peut-être un peu complexe de mettre comme ça en miroir les deux secteurs, mais ça nous semblait vraiment nécessaire. Ah il y a Lola qui veut monter, on va faire monter Lola pour prendre une petite question. Petite la question Lola, hein. Coucou Lola.
Bonjour, je ne sais pas si tu es monté, si tu peux prendre le micro. On va essayer de garder les micros. Hop. Et il y a Didier aussi qui veut monter. Pourquoi je ne peux pas te faire monter? Ah, problème technique. Non, Didier il est monté. Lola. Normalement, te voilà. Bonjour, merci beaucoup pour ce petit space, c'est vrai. Je voulais savoir au niveau de MAO, ça se passe comment? Au niveau quoi, là, Lola, t'as dit? Des MAO de la SNCF et de toute la compagnie du rail, ça se passe comment? Parce que vous devez être dans la période là, à l'heure actuelle. Négociation annuelle obligatoire, MAO. Tout à fait. On note ta question. On va prendre la question de Didier, puis comme ça, après, on prendra un petit temps pour y répondre. Salut Didier. Salut Val, tu vas bien? Je me permets de m'immiscer dans votre discours, ça m'intéresse. Juste un petit constat très très rapide, j'aurai une petite question à la fin, parce que j'ai plusieurs étiquettes, outre le fait tu sais que je suis militant FI, je suis également CGT, et puis j'interviens auprès des organisations syndicales. J'ai déjà discuté avec Fabien sur Facebook sur ce sujet-là également. J'interviens aussi parce que à la fin des années 90, j'étais en Angleterre, et je peux témoigner à juste titre de la, comment dirais-je, de la première période de privatisation à l'époque qui était catastrophique, c'est-à-dire que c'était, outre les retards qui n'arrêtaient pas, il y avait des accidents, en veux-tu en voilà, des surcoûts de maintenance qui avaient explosé, parce que à l'époque j'étais de côté de Londres et j'allais vers le nord de l'Angleterre, de côté des Midlands, et c'était totalement explosif. Donc là où je vous rejoins totalement, et ce vers quoi on va, il y a un autre point aussi, je me permets aussi de m'immiscer, j'ai expertisé dans le cadre de mon métier RFF. Le réseau ferré de France qui était épique à l'époque, jusqu'en 2014, avant la reconstitution et la reconfiguration du groupe SNCF. Mais à l'époque, c'était pas si déconnant. Il y avait un système qui était déficitaire, mais c'était normal qu'il soit déficitaire puisqu'il était financé par les autres structures. Ils ont totalement démantiblé le système. Et moi, ma question de fond est de savoir, on sait que, je rejoins ce que dit Fabien, c'est que s'il faut attendre 25, quand on va privatiser, on revient pas en arrière. Les sous-traitants vont se multiplier. Quand on discute, Baltina et Kiren, qui est notre camarade, qui est à Grenoble, qui travaille aussi là-bas, qui contrôle les dégestions, elle nous en parle systématiquement. Il y a des surcoûts d'externalisation, des surcoûts à de la sous-traitance. Mon propos est assez simple. Il est à la fois, comment dirais-je, il est syndical, surtout. Est-ce que vous êtes, parce que Sud, on vous entend énormément et c'est très bien. Et vous fassiez le bordel, c'est très bien, moi ça m'arrange. Est-ce que vous êtes aidé avec les autres organes? Je pense à l'UNSA ou autre. Voilà, c'est un peu l'objet de mon questionnement. Parce que le Sud c'est très bien, mais vous ne garderez pas tout ça. Voilà, c'est l'objet de mon propos. Merci à toi et merci à vous. De rien, merci à toi Didier. Je pense qu'on peut demander à Fabien de commencer à répondre à ces questions. Et pareil, toujours un petit peu dans la même philosophie du miroir. Peut-être que ça va parler à Anne et qu'elle aura quelques éléments à nous apporter aussi. Alors, j'en profite sur la Grande-Bretagne. Donc, la Grande-Bretagne, ils privatisent leur système ferroviaire en 1994. Voilà. D'un seul coup. Il y avait une compagnie nationale et un an après, il y a 100 compagnies. Certaines dans le réseau, certaines dans la location de matériel, certaines, ce qu'ils appellent là-bas des franchises, mais c'est l'équivalent un peu de nos TER. Voilà, au total, tu as une centaine de compagnies. Assez rapidement, comme a dit le copain, ça n'a pas marché. Donc, assez rapidement, ce qu'a fait l'État, c'est qu'il a commencé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a renationalisé le réseau. Pourquoi il a renationalisé le réseau? Parce qu'ils se sont retrouvés où le réseau n'était pas entretenu, il y avait des accidents, des morts, et les entreprises de réseau, ils caracolaient à la bourse. Ils faisaient un pognon de dingue. Donc, t'imagines, accident suite à un mauvais entretien, et l'entreprise privée, ah les mecs, on a fait un pognon de dingue. Donc, ça fait de tels scandales en Grande-Bretagne qu'assez rapidement, le gouvernement il s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? On a renationalisé. Et souvent, d'ailleurs, quand on dit, regardez en Angleterre, la privatisation, ça n'a pas marché, les politiques, la réponse tout de suite dit, oui, mais en Angleterre, ils ont fait des conneries, ils ont privatisé le réseau, on ne fait pas la même chose en France. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. Mais ça fait très longtemps, en fait. Ça fait 15 ans que c'est renationalisé le réseau. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un problème de privatisation du réseau. Y compris l'exploitation et le train, pendant 15 ans, ça n'a pas marché. Alors au début, ils ont renationalisé l'Écosse, voilà, une région, la région Écosse, Pays de Galles. Ils ont commencé à renationaliser 1, 2, 3 compagnies. Et aujourd'hui,
Et bien là, ils vont créer une société qui s'appelle The Great British Railway. C'est la nouvelle SNCF anglaise. Et dès que les contrats vont se terminer, parce qu'il y a encore des entreprises privées, dès que les contrats se terminent, hop, ils vont tous récupérer le contrat à Great British excusez-moi l'anglais, Railway. Voilà. Et ce qui fait qu'ils vont complètement renationaliser l'équivalent des TER Transilien Intercité. Et en plus, ils arrêtent la concurrence. C'est-à-dire que c'est non seulement ils renationalisent, mais ils disent nous, la concurrence, on ne veut plus. Ça y est, on a goûté, les appels, on n'en veut plus. C'est-à-dire c'est renationalisation et retour au monopole. Les Anglais, hein. C'est pas les bolcheviks là-bas, hein. Les Anglais. Hein. Voilà. Les seuls trucs qui ne renationalisent pas, parce qu'il y en a quand même, c'est les trains de marchandises, mais il y a assez peu de trains de marchandises en Grande-Bretagne. Les entreprises de location de matériel, parce que là, ça fait du business. Mais ça, je pense qu'au bout d'un moment, ça va tellement choquer qu'ils vont finir par nationaliser les entreprises de location de matériel. Et ce qu'on appelle l'équivalent des services librement organisés, l'équivalent des TGV. Et là-bas, il y en a très peu. Pour l'instant, il y en a un, c'est l'Eurostar. Et là, ils ont construit une deuxième. Et ce qui est triste, hein, parce que, enfin, la Grande-Bretagne, c'est eux qui ont inventé le chemin de fer. Le chemin de fer, c'est anglais. Les premières locomotives en France, ce sont des locomotives anglaises. Les premiers conducteurs de train en France, ce sont des Anglais. C'est pour ça qu'on roule à gauche. C'est pour ça qu'on roule à gauche. Pourquoi on roule à gauche? C'est les Anglais. C'est eux qui ont inventé ça. Ben, à force de privatiser, de libéraliser, les Anglais, ils ne savent plus faire de train. Là, aujourd'hui, la ligne à grande vitesse qui est construite en Angleterre, dans le nord, alors je vais essayer de dire le nom de la ville sans me planter, Birmingham, voilà. Oui. Voilà, jusqu'à Birmingham, eh ben, ce sont des sociétés françaises qui construisent, parce qu'ils ne savent plus faire. Et ce que j'essaye de dire, attention, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 20 ou 30 ans, on ne sait plus faire. Parce que tu perds la compétence. Parce que l'entreprise privée, bah, oh, elle fait du business, bon, j'en fais plus, j'arrête. Et aujourd'hui, par exemple, les Chinois, qui sont aujourd'hui les maîtres, il n'y avait pas de train à grande vitesse en Chine. Aujourd'hui, les Chinois, le réseau de TGV chinois, il est plus important que l'ensemble des réseaux TGV dans le monde. Voilà. Ils investissent un pognon de dingue dans le TGV, les Chinois. Dans une entreprise publique. Voilà. Ils prennent une avance mondiale sur le train à grande vitesse et sur les trains. Parce que, État stratège, et je ne vais pas dire que c'est un modèle, modèle chinois, mais en tout cas, il y a un État stratège qui a décidé de mettre le paquet dans le TGV. Et que nous, avec ces bêtises de on prend du retard. On prend un retard de dingue qui mettra 30 ou 40 ans. Et en plus, vu que c'est des investissements que tu fais aujourd'hui et qui se voient dans 30 ans, donc si tu prends du retard, bah, tu en as pour 60 ans. Ouais. Les Américains, c'est ce qu'ils ont fait. Aux États-Unis, il n'y a plus de train. À part les trains de marchandises, il n'y a plus de train. Voilà. Sur l'unité syndicale, bah, en tout cas, nous, on arrive à voir, par exemple, il y a un appel à la grève unitaire des 4 fédérations syndicales. Donc, il n'y en a pas dans 15 entreprises. Hein. À la RATP, par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de privatiser les bus RATP parisiens. Bah, il n'y a pas d'unité syndicale. C'est une catastrophe. Et vous n'avez pas d'appel à la grève. Nous, on arrive à voir ça. Bon, on peut penser ce qu'on veut des autres. On a ça. Ça, c'est bien. Et je finirai sur la question de la copine. Bon, même si c'est les salaires, bon, c'est un peu dû parce qu'il y a du dumping social. Voilà, on a fait beaucoup de cheminot bashing. Alors, c'est sûr que tous les Français savent comment on gagne un contrôleur. Tu t'allumes le site. Enfin, il y a qu'à la SNCF où tu vois tel métier, il gagne tant, il a telle prime. Voilà, nous, on est scanné en permanence sur le BFM. Que des gens qui nous veulent du bien, évidemment. Voilà. Bon, moi, ne tombez pas dans le panneau. Alors, ils disent, voilà, augmentation de salaire de 17% en 3 ans. Voilà, donc il faut retenir 3 ans. Hein. Ce n'est pas 17% par an, c'est 17 sur 3 ans. L'inflation, sur 3 ans, elle est de 13%. Fabien, c'est un rattrapage, les 17 points dont tu parles? Là, en gros, quand tu... C'est rétroactif, c'est ça que tu es en train de dire? Quand tu additionnes les 3 augmentations de salaire, les 3 NAO, négociations salariales sur ces 3 ans, ça fait une augmentation globale de 17%. Voilà. Ouais, ça couvre pas l'inflation. Et l'inflation aujourd'hui... Depuis 2021, ça couvre pas. Voilà, l'inflation... Pardon, parce que... Ouais, pardon, vas-y.
L'inflation aujourd'hui, elle est de 13%. Voilà. Donc du coup, ça te fait en gros un gain de pouvoir d'achat de 4 points sur 3 ans. Waouh, là tu es au niveau des patrons du CAC 40, 4 points de pouvoir d'achat sur 3 ans. Voilà. Donc là, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils nous font culpabiliser en permanence pour surtout pas revendiquer. Parce qu'effectivement, la SNCF est une entreprise très profitable, qui fait beaucoup de bénéfices. Et donc, bon, nous, on aurait voulu un peu répartir la richesse. Mais on nous fait culpabiliser. Aujourd'hui, la négociation salariale, ils vont proposer 0,5% d'augmentation de salaire, plus 15 € sur ta prime de travail, ce qui fait une augmentation de 1%. Voilà, voilà pour 2025. Il y a des accords, pendant ce que je connais bien les NAO, parce que je coach aussi les OS dans mon métier, mais je pose une question naïve, parce que je connais un peu moins bien votre secteur, mais il y a des sites. Mais je connais aussi la position de Sud et CGT là-dessus, mais je la pose quand même. Il y a des systèmes alternatifs, intéressement, genre des choses comme ça, en interne, même si vous êtes contre. Alors, bah c'est une assez bonne question. Nous, c'est vrai que ce n'est pas notre tasse de thé, l'intéressement et la participation. C'est pour ça que je pose la question. Il y a aujourd'hui, alors la direction, ils ont fait venir un cabinet de conseil, Alixio, donc c'est un cabinet très à droite. Voilà. Je connais Alexio. Et Alixio, ils nous ont expliqué, voilà, dans les entreprises de plus de 1000 salariés, la participation, c'est environ, en moyenne, 2 500 €. Il n'y a pas de participation à la SNCF. Donc dans la boîte privée, C'est normal, c'est normal que ça n'existe pas. Vas-y, continue. et l'intéressement, c'est à peu près 2000 €. Voilà, ce qui fait 4 500 € dans le privé, dans les entreprises de plus de 1000 salariés, 4 500 € de participation et d'intéressement. Vous prenez un collègue du fret, lui, il a eu 47 € d'intéressement de participation. Donc, y compris, même si évidemment, ce n'est pas notre tasse de thé, on est pour des augmentations générales des salaires. Mais là-dessus, et vous prenez la plupart des collègues de la SNCF, ils sont beaucoup moins bien lotis. Mais il faut culpabiliser pour ne pas revendiquer. Voilà, donc là, cette année, on va voir comment on a consulté nos adhérents. Mais là, ça tombe bien, c'est aujourd'hui le dernier jour de la consultation des adhérents. Mais des premiers retours qu'on a, Sudrail, on ne signera pas l'accord NAO. Mais on va avoir une augmentation de salaire de 1%, voilà, l'année prochaine, alors qu'on va sûrement annoncer plusieurs milliards de bénéfices à la fin de l'année. Voilà. Avec une inflation qui va continuer à progresser, même relative à 2,5%, donc vous allez perdre du pouvoir d'achat quoi qu'il arrive. Voilà. Ouais. Moi, je suis pour demander des augmentations de salaire qui soient corroborées aux augmentations de nos factures d'électricité. Lola, une dernière question et puis après on va fermer, je t'en prie Lola. J'ai une autre question. Concernant le fret, est-ce que le contrat, en fait, ce qu'ils veulent, c'est privatiser le fret pour pouvoir récupérer le contrat Amazon et les contrats de transport, en fait, avec la CMA, CGM. Est-ce que, en fait, c'est vraiment l'enjeu, c'est ça ou c'est autre chose? Alors, derrière la liquidation de Fret SNCF, il y a une volonté de la Commission européenne. La Commission européenne, elle n'aime pas les monopoles publics. Voilà. Elle n'aime pas dans l'énergie et elle n'aime pas dans le ferroviaire. Monopole, c'est un gros mot. Hein. Voilà. Donc, il y avait la volonté de se faire, en gros, le monopole public Fret SNCF. Donc, ils ont inventé une excuse qui est complètement bidon. Hein. C'est-à-dire, en gros, l'origine de l'enquête pour liquider Fret SNCF, c'est qu'il y aurait eu une aide illégale de l'État à Fret SNCF. Ça n'a jamais été une aide illégale de l'État. C'est tout simplement le groupe SNCF. Ce que je disais, c'est les TGV qui finançaient les trains de fret. Voilà. Mais ils ont considéré que quand la SNCF, le groupe SNCF aidait sa filière de fret, c'était considéré comme une aide illégale d'État. Donc l'origine de l'enquête a été une excuse pour liquider, créer 2 filiales et demain privatiser, alors ouvrir le capital de RLE. Pourquoi ils vont faire ça? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils savent qu'ils vont être obligés d'injecter des centaines de millions d'euros dans le fret, ils le savent, parce qu'il faut faire du report modal, il faudra moins de camions, plus de trains. Donc là, bon, c'est un peu la crise et tout, mais là, il va y avoir des milliards d'argent public qui seront mis sur la table pour aider les entreprises de fret. Et donc là, évidemment, les appétits des entreprises privées sont là, en se disant, ah bah là, il y a moyen, si demain on rachète le truc, de se faire un pognon de dingue. C'est derrière ça, cette volonté. À la fois, 1, on liquide l'opérateur de façon idéologique publique, et 2, on crée les conditions pour que demain, les subventions, et il y a plein de boîtes en France
qui ne vivent que de ça, des boîtes privées qui ne vivent que de ça, que des subventions publiques, Les des grandes marchés fortunes. publics. Beaucoup de grandes fortunes se sont faits sur le pillage des Sur des services publics. Rothschild, les Vinci, les FH, c'est que ça. Les autoroutes, hop, voilà, c'est que des subventions publiques. Je vais peut-être rajouter quelque chose là-dessus. Nous, on a le cas de, donc je disais, les barrages, enfin les ouvrages hydroélectriques, les barrages ont été passés pour partie à des filiales d'Engie, donc la CNR, les barrages sur le Rhône. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui dit que depuis son passage à Engie, je crois que c'est en 2001 jusqu'à 2021, je ne suis pas sûre de 2001, la rentabilité du capital investi par Engie, par la CNR, ça a été 24% par an. C'est-à-dire qu'ils ont mis 100 et tous les ans, ça leur a ramené 24%. Donc la Cour des comptes disait que c'est quand même excessivement avantageux pour l'exploitant. Mais bon, ils ont quand même vu leur concession, ce sont les seuls à avoir vu leur concession prolongée jusqu'à 2041, juste au moment 2 jours avant que le rapport ne sorte, de la Cour des comptes comme par hasard. Alors, je voulais aussi peut-être rajouter sur les questions de sécurité. Bon, ça se pose aussi chez nous, mais peut-être reciter le film de Ken Loach qui s'appelle The Navigator. Et je pense que tout le monde peut aller le regarder, c'est vraiment excellent. Sur l'énergie, il y a un film plus documentaire de Gilles Balbastre qui s'appelle Les Apprentis Sorciers, et notamment qui fait le parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors tu parlais de retour arrière aux États-Unis et au Canada, il y a eu une grande vague de retour arrière. Il y a plein d'États, la plupart des États maintenant aux États-Unis ont en tout cas des systèmes de prix régulés pour les consommateurs. Vraiment, l'Europe est parmi les plus libéraux en la matière malgré les conséquences. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question sur cette Europe, parce que nous, le seul argument qu'on a réellement en face de nous, à part de dire la concurrence fait baisser les prix, enfin, on l'entend de moins en moins, c'est l'Europe qui nous l'impose. Mais enfin, est-ce qu'on est vraiment d'accord avec cette Europe-là? Qui décide dans cette Europe? C'est pas possible d'avoir quelque chose qui est aussi incompatible avec l'intérêt général. Et puis cette question des aides d'État, chez nous, ça revient tout le temps aussi, effectivement. C'est pour ça qu'on a coupé, etc., qu'EDF est sans arrêt attaqué. Mais enfin, l'Europe est toujours concentrée sur la concurrence, ne pas permettre de concurrence déloyale, ne pas permettre des aides d'État, alors que l'objectif numéro 1, ça devrait être de savoir comment on fait face à la crise environnementale qu'on a face à nous. Mais non, il n'y a rien à faire. Alors si, on fait des petits virages minimes, mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Et là, pour revenir sur l'hydroélectricité, l'hydroélectricité, les barrages sont propriété de l'État depuis 500 ans, parce que c'est vraiment un bien ultra stratégique. On sait, en plus, avec le réchauffement climatique, qu'il va y avoir de moins en moins d'eau, qu'il va y avoir de plus en plus de besoins pour l'agriculture, etc. Donc, normalement, on est censé les mettre c'est propriété de l'État, mais c'est concédé à EDF et puis maintenant à la CNR et la CHEM, donc à Engie pour un tiers de la production. Normalement, les règles européennes nous disent qu'il faut mettre en concurrence à la fin des concessions qui arrivent. Il y a une façon d'éviter ça, c'est de dire on place on les fait exploiter par une entité 100% publique dans l'intérêt général qui ne fait que exploiter ces barrages et c'est réglé. Et bien non, c'est refusé systématiquement. Alors c'est refusé aussi par les directions d'EDF qui sont ultra-libérales et de la CNR qui verraient partir une activité très lucrative. Malheureusement, je dois dire, c'est refusé aussi par les grands syndicats, les syndicats représentatifs au niveau national, tous qui, pour moi, vont dans le sens de leur entreprise, pensant qu'il faut défendre EDF en tant qu'entreprise, EDF SA plutôt que le service public. Et là, maintenant, EDF propose de récupérer la propriété des barrages, donc qui est propriété publique depuis 500 ans, et puis Engie récupérait la propriété des barrages sur le Rhône. Enfin, ça s'appelle une privatisation, quoi. Nous, on veut surtout pas de ça. Et voilà, c'est une bagarre assez immédiate. Et l'autre bagarre étant d'essayer d'imposer des tarifs réglementés de vente pour tous. Il y a eu un projet de loi qui a été déposé dans la niche LFI là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça passera parce qu'il y a le projet de loi sur les retraites. Mais bon, je pense qu'il faut continuer à se battre là-dessus et continuer à se battre, à avancer la bataille des idées en disant il y a une solution possible, accessible et absolument négociable avec l'Europe. Bon, les cheminots, nous, c'est à partir du 12 que ça se passe, parce qu'on a bien compris qu'on était un petit peu l'option dans toute cette volonté de privatisation et d'ouverture à la concurrence.
En gros, c'est pas le moins-disant social des cheminots qui va les arrêter. Et on a bien compris que si au passage ils pouvaient détruire justement le collectif cheminot et notamment syndical, ils vont pas s'en gêner. Donc on compte sur tous les cheminots pour rentrer avec nous dans le combat à partir du 12. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'autres informations. Sudrail, vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire de tous les réseaux. Et puis on a aussi nos militantes et nos militants qui sont sur place et qui seront prêts et prêtes à répondre à vos questions. On vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Ciao. Au revoir tout le monde, salut Twitter, merci pour l'écoute.